Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch et qui résume et analyse toutes les semaines tous les shows de la WWE. Je suis Giscal et aujourd'hui nous allons parler du plus grand événement de la saison WWE, l'immanquable, le rendez-vous de l'année pour tous les suiveurs, tout simplement. Alors, évidemment, on ne parle pas de WrestleMania, la confusion serait évidente, hein, à quelques encablures du show des shows, mais non, je vous parle bien évidemment de la draft, le moment où tous les rosters sont mélangés, tout est possible, le champ des possibles s'ouvre, et pour commenter un moment aussi important, il me fallait le plus lyonnais de tous nos chroniqueurs, à quelques encablures de Backlash. J'ai bien évidemment appelé avec mes côtés Géliel. Comment ça va, Géliel? Ça va bien, salut Giscal, ça va très bien. Effectivement, moment important de la WWE avec cette draft annuelle. Et puis important également parce que nous sommes, comme tu l'as dit, à quelques encablures de WrestleMania, mais surtout de ce Backlash Eh lyonnais oui. qui se tiendra à la LDLC Arena. Et je pense que beaucoup de Français attendent cet événement avec forte impatience. Et oui, et on y sera avec une sacrée cohorte. Alors on essaiera, hein, de faire du bruit, de se montrer, on sait jamais, mais en tout cas on y sera, on a hâte d'y être, et je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont le plaisir d'avoir réussi à décrocher des tickets ont hâte également. Mais avant ça, il nous faut parler de ce grand shake-up, de ce grand coup de mixeur dans la WWE. Quel draft, et ça se passe sur 2 nuits, SmackDown, Raw, le SmackDown du 26 avril, on va commencer par ça. C'est la nuit 1 de la draft. Les poules de draft, hein, donc les catcheurs éligibles à la draft ont été découpés en deux, donc tous les catcheurs ne seront pas draftés ce soir au Heritage Bank Center de Cincinnati dans l'Ohio. Et donc on ouvre ce Raw avec évidemment un petit rappel des règles de cette draft. Donc je viens de vous en donner quelques éléments. Et on a aussi un tout petit encart de Paul Heyman qui nous annonce, premier coup de tonnerre dans cette soirée exceptionnelle, que Roman Reigns, c'est volontairement retiré de la draft manifestement puisqu'il ne veut pas s'accaparer la gloire. Ça lui ressemble tout à fait en effet. Il veut pas s'accaparer le premier spot qui lui serait revenu de manière fort logique. Et donc voilà, il a décidé de se retirer de la draft et donc de laisser à Nick Aldis et à Adam Pearce le choix de couronner en quelque sorte un peu une nouvelle star, ce qui fait que Heyman est d'ores et déjà très intrigué de voir ce que les general managers vont faire. Et on ouvre, par contre cette fois on ouvre dans le ring pour de vrai avec la signature du main event à venir de Backlash, hein, du match qui va couronner cette soirée lyonnaise, AJ Styles contre Cody Rhodes. Corey Graves est au centre du ring pour jouer les rôles de modérateur. Écoute, c'est la signature de contrat, passe d'armes, ma foi, relativement calme au final entre les deux hommes. Oui. Styles évidemment qui rappelle, hein, que donc c'est deux deux garçons de la Géorgie qui vont s'affronter. En effet, ils sont tous les deux originaires de l'État de Géorgie. Mais malgré ça, malgré le fait qu'ils soient originaires de l'État de la Géorgie, qu'ils aient catché tous les deux quand même sur la scène indépendante et beaucoup à la WWE, finalement leurs chemins ne se sont encore jamais croisés. En tout cas à la WWE. Alors après, c'est vrai que je ne maîtrise pas forcément ce qu'ils ont pu faire tous à la JPW notamment, mais donc ils se sont jamais rencontrés ces deux-là, jamais nulle part. Toi, tu sais, peut-être, C'est Julien. effectivement, alors je n'ai pas Ça souvenir paraît précis. surprenant. Par contre, effectivement, c'est ce que AJ Styles Qu'ils ont dit, hein. annonce dans sa Ouais. promo. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que c'est assez surprenant au final de voir des gars qui en plus ont eu un passé commun, des ramifications, on va dire, communes dans certaines fédération. Mais bon, écoute, en tout cas, ce sera un once in a lifetime en quelque sorte. Donc évidemment, AJ Styles a beaucoup appris du papa, hein, Dusty Rhodes, notamment comment porter une ceinture et comment se comporter comme un champion. Voilà, parce que bon, bref, des petits jabs pour Cody qui lui, finalement, touche du doigt son premier titre mondial. Styles signe, Cody enchaîne sur évidemment beaucoup de respect entre les deux. Que c'est une situation, c'est un must-win pour lui. Voilà, bon, écoute, on va dire quelques platitudes entre les deux hommes. Grosso modo, ça s'arrête là. Pas de table qui se retourne, pas de
pas de brawl, juste un regard un peu intense entre les deux, de l'honneur, du respect. Voilà pour cette signature de contrat. Géliel, est-ce que ce point final, enfin ce quasi point final, il nous reste encore un SmackDown, c'est vrai, pour ce match, t'enchante? Alors j'avais un petit peu pressenti le truc avec la difficulté que cette feud puisse être alimentée par des promos, que ce soit par Edgy ou par Cody. Là finalement ça confirme un peu ma crainte avec une promo qui est quand même assez plate. Le rappel à Dusty effectivement de la part de Edgy, Cody qui répond pas des masses, le Hmm. côté un peu le rappel effectivement à leur passé qui s'est aussi construit en dehors de la WWE, donc ça c'était plutôt quelque chose d'intéressant. Mais globalement, il n'y a pas eu d'affrontement physique, ça a un peu serré les dents en faisant mais c'est pas allé beaucoup au-delà pour le moment. Et du coup, voilà, G-Style est positionné, il a gagné le droit d'être là et d'être le premier contender de Cody Rhodes. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut lui reconnaître et qu'on peut reconnaître à cette fun. C'est le fait que voilà, il y a un champion et puis il y a eu des matchs qui ont permis à G-Style de se mettre en avant pour être le premier à l'affronter. Voilà, il y a rien il y a rien d'extraordinaire et c'est certainement pas leur promo à tous les deux qui peut embarquer quoi que ce soit. En même temps, on vient de finir un cycle avec WrestleMania qui termine une saison. À ce titre, n'oubliez pas que la nouvelle saison commence sur la partie chrono. Côté Eh oui. catch-up, on a fini la première saison, donc la précédente saison, donc on rattaque. Donc n'oubliez pas, on en reparlera un peu plus tard. Mais effectivement, à la suite de ce WrestleMania, il faut partir sur autre chose. Et il faut donc aussi avoir un main event pour le prochain PLE. Et effectivement, une feud qui est quand même assez tranquille, qui est une feud post-WrestleMania, extrêmement temporaire, on Ouais, l'imagine. ouais, ouais. On verra bien ce que ça donnera pour la suite. Et puis pour construire un peu Cody Rhodes en ce champion qu'il a mérité, qu'il est venu chercher au-delà de ce que Giselle pourrait proposer. Mais on verra. Je pense qu'on aura quand même un super match parce que ce sont in-ring deux Ouais. très très bons. Donc on va quand même pas bouder notre plaisir d'avoir Edgy Styles Non, contre Cody Rhodes qui vont se foutre sur la gueule à Backlash. c'est ça. Mais je pense que écoute, c'est globalement le sentiment qui prédomine un peu à tous les étages de la carte pour Backlash, hein. On sent qu'il y a on est dans un sas de dépressurisation là, avec écoute, ils ont misé, on va dire un peu sur la sécurité, sur le work rate pour proposer des affiches qui sont magnifiques, hein, sur le papier. Il n'y a pas de débat, mais voilà, on sent qu'on n'est pas sur on n'est plus sur les mêmes enjeux. Là, cette nouvelle saison démarre piano piano et AJ Styles, nul doute qu'ils vont nous proposer un banger pour paraphraser notre ami Sheamus, mais en effet, ouais, là T'as dit un c'était un petit peu burger? tiède. Bang, Un bang, banger. ouais, un ouais, oui, c'est vrai. On en parlera, Raw, de ça, tiens. Ouais. Ouais, on verra, on verra. En tout cas, on enchaîne avec les premiers pics. Ouais, c'est Triple H, enfin Triple H, que dis-je, Paul Levesque qui est venu nous annoncer ses premiers pics avec le champion qui est venu poser sa ceinture sur le pupitre avec lui. Et donc c'est Cody Rhodes et Paul Levesque qui nous annoncent les premiers pics pour cette draft 2024. Et c'est SmackDown qui ouvre le bal. Et alors là, c'est SmackDown qui ouvre le bal avec premier choc, first pick. Bianca Belair, s'il vous plaît. Bah, écoutez, vous pouvez pas passer à côté de Bianca Belair, je pense, côté Nick Aldis, manifestement. Et il a décidé de laisser, au profit de Bianca Belair, de laisser sur le bas-côté quand même le first pick de Monday Night Raw, qui lui est Jey Uso. Donc Jey Uso qui reste à Monday Night Raw, de la même manière que Bianca Belair finalement reste à SmackDown. Deuxième pick de SmackDown, alors là c'est la folie aussi, hein, parce que Nick Aldis qui on a l'impression que tu sais il joue à Football Manager, là il mise Ouais, c'est ça. il mise sur les Wonder Kids, sur les nouveaux talents, tu sais il essaye de faire des plus-values de fou. Il est pas là pour prendre le star power, donc lui il est cherché. Deuxième pick de SmackDown, il est parti chercher Carmelo Hayes de NXT, la première promotion de NXT donc de l'année. Carmelo Hayes sélectionné deuxième pick devant du coup devant le deuxième pick d'Euro qui est quand même Seth Rollins, l'ancien World Heavyweight Champion. Donc voilà, sur ses premiers picks, Monday Night Raw qui conserve finalement deux pépites, Jey Uso et Seth Rollins, et SmackDown qui mise sur Bianca Belair et Carmelo Hayes. Bon, écoute, on commence avec
avec C'est du des lourd pics quand assez même. surprenants, avec du lourd. Et d'ailleurs, Carmelo Hayes qui en profite, hein, parce que là c'est la folie, il arrive avec sa chanson, il arrive tout de suite, et en fait il rebondit un petit peu sur une petite phrase de la promo de Cody Rhodes qu'il y avait eu pendant la signature de contrat, parce que Cody Rhodes avait dit un petit peu, grosso modo, voilà, si tu viens tenter ta chance à essayer de cogner le champion, le roi, quoi, tu ferais mieux de ne pas rater, you best not miss. Évidemment, c'est un peu la catchphrase de Carmelo Hayes qui never misses, qui ne rate jamais. Donc il en profite pour venir rebondir un petit peu là-dessus et surtout pour dire que ce soir, Cody et lui seront en main event. Donc c'est la nouvelle ère de SmackDown qui s'ouvre aussi avec Carmelo Hayes. Petite réaction, peut-être, je sais pas, cette promotion de Carmelo Hayes. Très sympa, très sympa, d'autant que c'est à ce moment-là aussi où on la draft, où il peut y avoir justement des changements de roster entre la NXT, des montées dans le roster principal, donc c'est systématiquement attendu. Carmelo Hayes, belle promo, belle musique, belle pop également du public, Ouais. et il s'adresse en allant défier directement le champion. Mm, mm. Qui pas Bagel, lui effectivement, lui accepte de l'affronter directement. Non, très bien, costaud de la part de Cody d'aller défier le jeune, costaud de la part de Carmelo d'aller directement attaquer Cody Rhodes. Non, tout se déroule très bien. Après le choix, Jey Uso, Seth Rollins, comme tu l'as dit, Arrow, c'est pas des vraies surprises, ils sont déjà. Bianca, c'est pareil côté SmackDown. Non, un premier round qui est assez classique, mais qui envoie déjà du très lourd avec Jey, avec Seth Rollins et Bianca Belair. Donc satisfaisant, bien, bien, bien. Eh ben oui. Allez, on continue avec la feud des cartels qui continue, la feud des luchadors, Legado del Fantasma contre LWO. Tag team match entre Berto Umberto et Angel contre Rey Mysterio et Dragon Lee pour la LWO. 2v2, 2 contre 2 tag team classique, pas de stipu. Les autres membres des factions respectives sont aux abords du ring, il me semble. Oui. Écoute, on a un match qui globalement est assez court, avec une victoire des gentils. Et notamment de Dragon Lee sur Angel avec son Project Dragon. Écoute, un match très court, hein, grosso modo, mais qui avait plutôt vocation à ouvrir l'angle post-match, puisque juste après le match, Santos Escobar, qui apparaît d'ailleurs, donc du coup, non, il n'était pas aux abords du ring à ce moment-là. Oui. Il apparaît et en fait, il dit que il a demandé à Elektra Lopez de trouver la vidéo de sécurité de qui avait attaqué notre ami Dragon Lee, qui aurait dû avoir sa première pige à WrestleMania, qui lui a été volée par une attaque sournoise qui l'avait blessé à quelques jours de WrestleMania pour être finalement remplacé par Andrade, on s'en souvient. En fait, on voit sur les images qui attaque Dragon Lee. Eh bien oui, c'est Carlito. Carlito qui attaque Dragon Lee. Donc c'est une mise en scène assez drôle. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça plus drôle. Je sais pas si c'était le but de la mise en scène. En tout cas, je trouve ça assez amusant parce que on avait donc la vidéo qui passait sur le Titantron, LWO qui était au centre du ring au complet, filmé de l'arrière, et Carlito qui était un peu en arrière, enfin qui était derrière tout son groupe, et donc on le voyait un peu réagir en mode merde, je suis pris la main dans le sac. Il était tout agité comme ça pendant que les autres Caramba, caramba. caramba, pendant que les autres étaient scotchés en train de regarder le poteau rose se dévoiler sous leurs yeux. Et puis évidemment, à un moment, il se retourne, hein, et puis il y a Carlito qui se dit bon foutu pour foutu, il leur met une petite baigne, et il attaque Dragon Lee encore, il me semble, hein. Même il attaque un peu tout le monde et puis il se tire, et puis voilà donc nouveau rebondissement dans cette feud des cartels. C'est Carlito qui ça lui pendait au nez, hein, de jouer le méchant, hein, depuis un petit moment, donc ça y est, c'est officiel. Ça veut aussi dire que ça va continuer tout ça. Ils ont l'air d'être empêtrés dans un truc infini, nos amis mexicains, Oui, portoricains. Ouais. oui, exactement. Et alors, par contre, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est bien ça quand même Ah bah oui. l'idée derrière tout ça. On ne sait pas pourquoi Carlito est allé blesser justement Dragon Lee pour l'empêcher de faire son WrestleMania. Alors,
Non. on en saura certainement un peu plus dans les semaines qui vont suivre. Pour le moment, on n'en sait rien. En tout cas, on a On se doute un effectivement, peu, mais oui. oui. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est pas affiché. On C'est vrai. a donc une trahison au sein de la LWO. On a de la telenovela à tous les étages. Voilà, la seule crainte que j'ai par rapport à tout ça, ça reste divertissant et je suis pas revenu sur le match. Effectivement, il a été court, mais c'est pareil, il est assez divertissant, ça rebondit bien partout, donc c'est très bien. J'ai peur que on ait une planète luchador qui s'éloigne un peu des autres acteurs et qui reste un peu entre elles. Voilà, c'est Ouais. le seul petit, c'est pas un red flag, c'est un yellow flag qui me dit ils sont entre eux, c'est très bien ce qu'ils font, il y a des histoires, c'est très bien. Voilà, faudrait pas que ce soit un truc à part. Enfin voilà, ça marche mieux, je pense, quand ça s'intègre un peu plus largement au sein des autres, du collectif global. Quoi. Voilà, donc c'est juste le petit truc. Mais c'est agréable à suivre pour le moment. Il y a des antagonistes, il y a des méchants, il y a des gentils. Je suis ça avec délectation et en plus quand ça voltige dans le ring, moi, c'est des choses qui me plaisent. Ouais, je sais que tu y es très sensible, donc forcément. Bah écoute, c'est amené à continuer, c'est sûr, et en effet, on en saura sans doute un peu plus dans les prochaines semaines, mais donc ça continue. Ça continue. Une chose qui par contre ne continuera pas longtemps, a priori, c'est la rivalité naissante entre Bron Breakker et Cedric Alexander écoute, un match de 15 secondes, 15 secondes, Spear, voilà, terminé, terminado finito, Cedric Alexander, et donc voilà, nouvelle démonstration de force de notre ami Bron Breakker, qui d'ailleurs, ça va pas louper. Parce qu'on va enchaîner sur les deuxièmes tours de draft pour nos deux shows. Et notre ami Bron Breakker va être dedans. Alors peut-être a-t-il tapé dans l'œil justement grâce à cette victoire, tapé dans l'œil du GM de Raw puisqu'il va être sélectionné en troisième pick, Bron Breakker par Monday Night Raw. Le troisième pick de SmackDown, c'est Randy Orton. Donc qui reste à SmackDown. Bron Breakker qui lui pour le coup il était où Bron Breakker? Je sais plus. C'est vrai que on s'y On perd un l'avait peu pas parfois. beaucoup vu non plus et je me souviens pas effectivement dans quelle faction il était. Ouais, bon, écoute, en tout cas, voilà. Quatrième pick pour SmackDown. Ça y est, un peu de mouvement. Nia Jax. Nia Jax qui part à SmackDown, qui quitte SmackDown, tandis que Monday Night Raw conserve Liv Morgan en numéro 4. Donc voilà pour la nouvelle fournée de pick. Donc écoute, un premier mouvement, c'est Nia Jax qui va faire semer sans doute la terreur un peu à SmackDown. Donc écoute, que ça a le mérite peut-être de proposer un petit peu quelques nouvelles affiches. Oui, quelques nouvelles rivalités avec qui ont soit complètement neuves, soit qui n'ont pas été vues depuis un certain temps. Ça permet aussi d'amener quand même, sans jeu de mots, un poids lourd et donc de rendre un peu plus frais les affrontements qu'il peut y avoir, parce que Nia Jax, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel dans le roster. Donc voilà, c'est très bien qu'après avoir écu Miro pendant un certain temps, elle puisse passer à SmackDown pour aller faire un peu du mal à tout le roster de SmackDown. Et il y a des jeunes qui l'ont sans doute jamais affronté et ce sera intéressant de suivre ça. Ouais. Eh ben écoute, oui, moi je suis plutôt content de voir Nia Jax aussi débarquer à SmackDown et je partage ton analyse. Je pense que son profil va faire du bien aussi un petit peu à la diversité des affrontements à SmackDown. Globalement, d'ailleurs moi je trouve que c'est vrai que cette draft a un peu plus de bénéfices sur le côté féminin parce que il y avait besoin de secouer un peu les choses. Donc écoute, Nia Jax, ok, ok pour SmackDown, c'est parti. On a eu une petite vignette coulisse, hein, Tiffany Stratton qui était venue enquiquiner un peu Nick Aldis pour lui dire que le prochain title match ça devrait être pour elle, hein, c'est n'importe quoi tout ça, et donc mais Aldis lui il a une autre idée puisqu'en fait Bayley lui a suggéré que ce soir ce serait Naomi versus Stratton Tiffany pour le title shot, donc c'est ce qu'on aura un petit peu plus tard dans le show. On continue et on a un petit segment, enfin un petit segment pareil très court, hein, la Bloodline qui arrive, Solo Sikoa qui demande à Paul Heyman s'ils ont déjà été draftés. Non, toujours pas les gars. Heyman qui en profite d'ailleurs pour redire voilà, Roman Reigns sera pas dans la draft. Et puis on a Tamatonga, le MFT
Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Je sais pas si toi tu sais. Mais Tama Tonga qui arrive et Kevin Owens qui arrive aussi. Et c'est la brawl. On continue. Entre Tama Tonga et Kevin Owens, enfin plus globalement entre la Bloodline et Kevin Owens. Promo féminine, Bianca Belair est dans le ring. Bianca Belair, écoute, fraîchement confirmée à SmackDown en qualité de first pick. Écoute, elle nous annonce qu'elle est prête à gagner les titres féminins par équipe, avec Jade Cargill pour définitivement enterrer Damage Control, finir un peu son travail de vendetta contre Damage Control. Donc les Kabuki Warriors arrivent, mais Jade Cargill les coupe. Et puis en fait, pour vous dire le niveau d'intérêt que je pense même les bookers accordent à ces ceintures et à ces segments, en fait, le segment est globalement même interrompu par Kevin Owens et Tama Tonga qui finalement continuent leur brawl jusqu'au ring avec Solo Sikoa qui les rejoint. Donc finalement les filles terminées et donc c'est la grosse brawl et c'est Randy Orton qui arrive pour le save, pour sauver son copain Kevin Owens et qui arrive à faire fuir la Bloodline. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'on nous annonce, mais en tout cas maintenant on le sait, nous aurons un tag team match à Backlash entre Tama Tonga et Solo Sikoa contre Randy Orton et Kevin Owens. Et ça, c'est pas dégueu. Et ça, c'est pas dégueu du tout. Et effectivement, la construction se sentait. Alors, en tout cas, entre la Bloodline ou ce qui reste de la Bloodline et puis Kevin Owens, puisqu'on avait déjà eu des actions et des événements les semaines précédentes, notamment avec l'arrivée de Tama Tonga. Quand il y a effectivement le brawl qui tourne au désavantage de Kevin Owens, l'arrivée de Randy Orton a soulevé quand même toutes les foules et risque également de soulever les foules lyonnaises cette fin de semaine. Alors ça a été annoncé un peu plus tard, je crois, effectivement, mais là on a quelque chose qui sent quand même très très bon. Randy Orton et puis Kevin Owens. Enfin moi je signe les yeux fermés. Solo Sikoa, Tama Tonga, je suis pas ultra fan de la construction. Je l'avais déjà dit les semaines précédentes. Tama Tonga en mode fou, un peu capable de tout, à la Dean Ambrose, mais un sous Dean Ambrose de Wish ou Echo Plus quoi. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je pense que ça peut faire un tag team et si on leur laisse le temps un truc très 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 sympa et une feud très 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 sympa. On avait déjà eu Randy Orton et Kevin Owens, souvenons-nous, à WrestleMania il n'y a pas si longtemps, avec une grande intelligence où les deux, où ils étaient quand même, où ils affrontaient, ils affrontaient qui déjà Kevin Owens et Randy Orton Oui. En tag team? Je sais pas parce qu'ils Non, dans le Triple Street. Ah oui, Logan Paul. Logan Paul, voilà. Et donc, ils s'étaient mis, ils avaient convenu il y avait un moment où il fallait quand même se foutre sur la tronche. Donc là, ils se retrouvent à nouveau, mais cette fois en tag team. Donc, il y a une belle alchimie, je trouve, entre les deux, soit quand ils s'affrontent, soit quand ils sont en tag team là. Je trouve que ça marche bien. Et puis, les deux personnalités sont assez over pour embarquer les foules. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner aussi cette Bloodline 2.0 ou 3.0. Enfin bref, la next Bloodline. Voilà, donc je suis très content de la manière dont ça s'est passé et donc on a un beau match qui est annoncé pour Backlash cette fin de semaine. Ouais, écoute, pour moi aussi, c'était un peu la belle surprise là sur cette carte qui s'était un petit peu ajoutée. Donc, écoute, on va voir ce que ça va donner, mais la dynamique Randy Orton, Kevin Owens me plaît bien aussi, et puis cette Bloodline 2.0, moi, me séduit pas mal. J'aime bien cette ambiance un peu reboot qu'il y a sur la Bloodline, beaucoup plus violente, beaucoup plus sanguine. Là, je trouve que pour l'instant, ça marche bien. Ils arrivent à trouver les bons artifices de mise en scène pour nous donner vraiment l'impression que Tama Tonga est très dangereux. Voilà, on va voir s'il arrive à maintenir ce momentum un peu avec lui. Mais en tout cas, c'est pas mal, c'est pas mal. On continue et avec une autre petite fournée de piques. Allez, rapidos, c'est les Dudley Boys qui viennent nous faire le plaisir avec Bob Harray et Devon. Bob Harray qui continue à ramasser ses petits chécos après son apparition à WrestleMania. Donc écoute, il nous annonce que à SmackDown nous aurons en fait ça va pas bouger hein. À SmackDown, on va avoir LA Knight qui va rester à SmackDown et on aura en numéro 6 la Bloodline qui va rester aussi à SmackDown. Et à Monday Night Raw avec Paul Heyman, attention. Ouais. Et Monday Night Raw, eux choisissent Ricochet qui reste à Raw et Sheamus
qui, j'ai envie de dire reste à Raw parce qu'il avait fait son retour à Pareil. Raw. Donc, Ouais. donc ça bouge pas. Allez, on avance. Tiffany Stratton versus Naomi. Et ben voilà, ça y est, le first contender match avec Bayley aux abords du ring à la demande de Tiffany. Donc écoute, un match. Alors on va zapper parce que de toute façon c'était un peu cousu de fil blanc cette affaire. Un match qui va inévitablement terminer en DQ. Enfin, en tout cas, sorte de no contest, DQ, peu importe, au bout de 6 minutes. Mais peut-être pas pour la raison à laquelle on s'attendait, puisque c'est l'intervention de Nia Jax qui a foutu le boxon finalement, parce que Nia Jax en fait est venue pour attaquer Bayley qui était aux commentaires. Donc à ce moment-là, Naomi essaye d'aller faire le sauvetage de sa copine et elle se fait royalement envoyer dans le poteau par Nia Jax. Donc c'est la disqualification. Théoriquement, donc victoire de Naomi, mais évidemment l'essentiel est ailleurs, puisque tout ceci va gentiment nous conduire à un triple threat à Backlash qui, pareil, là aussi sera annoncé un peu plus tard. Alors on a eu d'ailleurs un joli petit spot parce que Stratton en a profité après que Nia Jax ait laissé Bayley et Naomi pour morte. Stratton a remis les deux femmes dans le ring et a fait son Prettiest Moonsault Ever PME sur les deux en même temps. C'était assez sympa. Mais donc voilà, on saura un petit peu plus tard que nous aurons donc à Backlash un triple threat et donc Tiffany Stratton aura sa première opportunité pour un titre mondial en France, à Lyon, sous nos yeux. Ce n'est pas pour me déplaire, personnellement. Pareil. Je reviens juste vite fait sur le troisième, sur le round de la draft où on a effectivement des choses qui sont très standard, hein. Il n'y a pas grand chose qui a bougé. Mais du coup, alors le match de Tiffany Stratton et Naomi était anecdotique. C'était surtout la fin, effectivement, qui était intéressante, avec une Nia Jax qui du coup a attendu longtemps après son choix de draft pour intervenir directement dans SmackDown, puisque c'est elle qui fait la fin du match, c'est elle qui fait aussi la carte pour l'affrontement de Backlash. Donc très bien. Ça va. Sur un triple threat comme ça, je crois qu'il y a largement plus la place de se faire plaisir sur le roster féminin avec sur un PLE comme ça. Je suis autant un Nia Jax versus quelqu'un en one-on-one, j'ai un peu tendance à grincer les dents. Là, sur un triple threat, je pense qu'il y a quand même moyen de faire des choses super intéressantes. Tiffany Stratton aura certainement beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie à donner sur son premier match en PLE. On l'avait pas déjà vu je crois qu'on l'avait vu sur du Royal Rumble, mais là où ça va commencer à être un peu on plus l'a vu réduit dans l'Elimination Chamber aussi, elle avait un peu crevé l'écran d'ailleurs. Ouais. Et du coup, là, ça commence à se réduire un petit peu autour d'elle pour le PLE, donc on n'est pas encore sur le one-on-one, on n'est pas encore sur un main event, mais en tout cas, voilà, on est sur un triple threat avec Tiffany Stratton, donc voilà, très bien, très bien. Ouais, ça va être un gros test. Tu fais bien de le rappeler. Il y a moyen de voir quelque chose de très intéressant et puis éventuellement quelque chose qui se crée en termes de feud à l'issue de ce triple threat. Donc voilà, très bien. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça va être intéressant et tu fais bien de rappeler qu'en fait jusqu'ici, en effet, elle a été quand même, elle a eu des matchs 1 contre 1 à SmackDown, mais évidemment pas des matchs de très haut profil. Mais en tout cas, ses principaux faits d'armes ont été dans des matchs très nombreux. En effet, tu l'as dit, c'est le Royal Rumble, puis ensuite c'est l'Elimination Chamber. Et donc là, ça va être son premier match de PLE avec effectif réduit, donc elle va être forcément un peu plus exposée. Écoute, moi je suis pas très inquiet, mais ça va être quoi qu'il arrive intéressant à suivre. Ce qui va être aussi intéressant à suivre, peut-être, c'est de voir la réaction du public français, peut-être aussi pour Tiffany, parce que on sait que partout où elle va, elle a beau camper un personnage de heel qui est très efficace, hein. On sent qu'elle maîtrise bien le registre. Elle est extrêmement peste, détestable au possible. Son catch souvent nous raconte un peu le contraire et elle a quand même eu tendance à pas mal s'attirer un peu les faveurs. Malgré elle, pas malgré elle, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on se souvient du Royal Rumble, mais on se souvient aussi, surtout, je pense, de l'Elimination Chamber, où le public avait quasiment acquis, avait pris fait et cause pour Tiffany Stratton, qui avait un peu éclaboussé le match de son talent, dans un match qui avait été globalement assez plat. Elle avait clairement tiré son épingle du jeu. On va voir, là aussi, face à deux babyface, si
Si ça prend, parce que c'est aussi une autre dimension pour moi un peu du test, c'est est-ce qu'elle arrive à catcher en heel? Est-ce que c'est la volonté aussi de la WWE? Est-ce qu'ils vont être peut-être est-ce qu'ils vont peut-être se voir forcer la main aussi un petit peu avec Tiffany Stratton qui a un catch assez spectaculaire, c'est vrai, donc forcément ça plaît. Écoute, ça va être sympa. Moi, je suis malgré tout le mal que je peux dire de la division féminine et de Bayley, de son règne. Enfin voilà, ça m'intéresse pas des masses. Content de voir Tiffany Stratton se greffer à tout ça. Ça va être fun. On continue, on a des pics. Écoute, on a des pics. C'est Teddy Long et JBL qui nous font le plaisir de venir nous donner les derniers pics de la soirée. Donc pour SmackDown, écoute, ça va être AJ Styles qui arrive en 7e. Bon, je pense que de toute façon, vous avez assez vite compris que le kayfabe, le sens à donner au pic n'avait pas grand intérêt, hein, parce que bon, quand on a le challenger au titre mondial qui arrive en quasiment dernier pic de SmackDown, il y a peut-être des questions. Surtout que il reste plus grand chose à ce moment-là, parce que Monday Night Raw du coup se retrouve à sélectionner en numéro 7 la Alpha Academy. SmackDown embraye sur Andrade en 8 et Monday Night Raw du coup fait une nouvelle promotion NXT, puisque en 8 il y aura Kiana James. Moi perso je connais pas, mais j'imagine que ça a dû faire plaisir, parce que on avait une jolie petite mise en scène, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on avait le Performance Center avec tous les catcheurs de NXT qui étaient dans le ring et qui en fait regardaient la draft en live. Un petit peu, de toute façon, ils reprennent énormément les codes des drafts américaines de sport, avec les rookies qui attendent, on va dire, que leur nom soit cité pour venir prendre la casquette de leur équipe et tout. Donc c'est HBK qui venait donner à chaque fois la casquette du show en fonction du pic. Donc bon, écoute, ça fait des images assez marrantes. Faut suspendre son incrédulité très haut, on va dire, mais bon, écoute, c'est sympa. Donc voilà pour les derniers pics. Ce qui boucle les sélections de la soirée. On peut en profiter pour les rappeler. SmackDown, c'est Bianca Belair, Carmelo Hayes, Randy Orton, Nia Jax, LA Knight, la Bloodline, AJ Styles et Andrade. Donc là, si je dis pas de conneries, y a que Nia Jax qui a transféré, à moins qu'Andrade soit à Raw, je ne sais plus. Mais je me souviens pas. Ouais, il était un peu entre deux, j'ai l'impression, mais bon. Et à Monday Night Raw, c'est Jey Uso, Seth Rollins, Braun Breaker, Liv Morgan, Ricochet, Sheamus, Alpha Academy. Bon, en fait, rien n'a bougé, quoi. Et Kiana James qui est monté de NXT. Donc voilà pour les pics de ce soir. Des commentaires. Et donc à noter, globalement, juste à noter le fait qu'on a donc deux nouveaux qui arrivent dans le roster principal, donc Kiana James. Voilà, effectivement, et puis Carmelo Hayes. Donc voilà, c'est toujours intéressant, ces montées qui permettent d'amener de l'air frais, de la jeunesse et de nouvelles histoires. D'autant qu'il y a eu quand même un certain nombre de départs ces derniers temps, donc voilà, ça renouvelle et c'est très bien. Et puis il y a des nouvelles choses qui vont s'écrire, et c'est bien pour ça qu'on regarde tout ça et qu'on reste aussi attentif à tout ce qui se passe dans cet univers-là. Donc c'est très bien, très content. Magnifique. On arrive au main event, Carmelo Hayes contre Cody Rhodes. Carmelo Hayes, donc évidemment, ce match n'est pas pour le titre. Bon, un match qui a démarré à 100 à l'heure avec d'entrée de jeu Carmelo Hayes qui fait popper la springboard clothesline et puis écoute, après globalement le play-by-play serait un peu foufou, parce que c'est vrai qu'ils se sont donnés, hein, Cody Rhodes d'ailleurs. Pareil, hein, à une semaine à ce moment-là, hein, de son voyage de 4, 5, 6 fuseaux horaires peut-être en France. C'est pas ménagé du tout. Il a donné ce qu'il avait de meilleur à Carmelo Hayes, qui lui aussi, bon évidemment lui il était là pour showcase, hein, donc il y est allé à fond et écoute, ma foi ça nous a donné un petit sprint assez sympa de 8 minutes qui s'est terminé sur une victoire inévitable du champion qui palace son Crossroads en rattrapant Carmelo Hayes après un énième springboard manqué. Et donc la victoire sans coup férir de Cody Rhodes, mais avec, écoute, ma foi, une bonne première prestation pour Carmelo Hayes en tant que superstar de SmackDown. Et une petite, le show se termine quand même avec AJ Styles qui vient après le match défier du regard un peu Cody Rhodes avec une poignée de main ferme, virile, mais toujours pas de violence entre les deux, hein, on reste cordial, et c'est ainsi que se termine ce show.
Ouais, alors deux phases, hein. Le match entre Cody Rhodes, Carmelo Hayes, très 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 sympa, hein. Effectivement, Carmelo Hayes avait beaucoup de choses à prouver. Je pense qu'il y avait une certaine pression sur son premier match dans le roster. En plus, il affronte tout de suite Cody Rhodes, donc il y a tout de suite du haut niveau et il a répondu présent dès la musique, dès l'intro, avec une foule qui était quand même très 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 avec lui, quoi, malgré tout, malgré le fait qu'il venait défier le champion. Oui, oui, ça a couru très vite. Tu l'as bien dit, ça a été un sprint de 8 minutes, un peu haletant. Il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites. Il y a eu quelques petites choses qui ont été un peu tentées. Alors, c'est des choses assez rigolotes. Ils se sont lancés depuis la troisième corde pour se toucher en l'air, mais ils ont réussi Ouais. à s'éviter. Alors, soit s'éviter, soit se louper en vol. On laissera le bénéfice du doute. En tout cas, ils se sont pas tapés en vol, voilà, on va dire. Victoire logique, on va dire, de Cody Rhodes quand même, mais teintée d'un peu de respect parce que le jeune est venu défier tout de suite le champion et puis qu'il y a quand même eu un affrontement, donc rien à dire. Ah, par contre, la fin avec AJ Styles qui revient en serrant les dents. Ouais. Ah, je pense que la première partie au niveau de la signature était tellement fade qu'ils ont peut-être voulu en remettre un coup, mais alors là, c'était pas non plus grand-chose, donc Dispensable. voilà. Ouais, indispensable, exactement. Complètement indispensable. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Un peu dispensable, c'est-à-dire que au final, à trop vouloir en faire, on se retrouve avec une impression peut-être encore plus tiède de cette Ouais, rivalité ouais, qui vraiment, vraiment. Bon, écoute, ça se passera dans le ring. Il y a pas trop de c'est ça. débat là-dessus. Le mot de la fin, Gilliel. Je te rends tout de suite la parole. Ton mot de la fin sur SmackDown avant qu'on passe à Raw. Je vais mettre le top à la draft de manière globale. C'est un événement un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Alors, ça n'a pas été extrêmement courageux, on va dire, avec des choses qui sont restées euh, assez classiques, hein. Il n'y a pas eu de grands bouleversements. Il y a eu deux montées de NXT, comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà, l'événement est à noter. L'événement aussi se fait après WrestleMania, évidemment. On va recréer de nouvelles histoires. On va relancer un nouveau moment sur cette année catchesque. Donc voilà, je sanctionne, enfin je sanctionne pas, au contraire, je félicite ce moment-là d'exister et le fait que voilà, on met un peu la fin à tout un tas d'histoires et on repart sur autre chose. Ça s'est senti. Alors on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais il y a quand même eu quelques petits aussi moments un peu backstage ou des petits moments qui relançaient, des petites fins de match, etc., qui relançaient des histoires ou qui, typiquement, je pense à Carlito, qui, voilà, on voit que ça repart sur quelque chose de nouveau avec, etc. Donc, on sent que c'est le moment où il y a tout un tas de choses qui se construisent. On a un terreau qui est assez fertile en racontage d'histoires diverses, et on sent que c'est le moment où tout est en train de se mettre en place sur cette draft. Donc voilà, top à ce moment-là de l'histoire de l'année catchesque où tout se met en place. Il y a des choses qu'on appréciera, d'autres qu'on appréciera moins. On aura bien le temps d'en juger en fin d'année. En tout cas, voilà, top sur ce moment-là. Le flop, bah, je vais le mettre, comme je l'ai dit une fois ou deux, là, hein, à cette feu à l'économie entre Cody Rhodes et G Styles. Je sais pas si c'était le temps qui a manqué de construire quelque chose, certainement. La nature aussi est pas extrêmement volubile d'un AJ Styles ou expressive d'un AJ Styles, associé à un Cody Rhodes qui est quand même très très marketé, fait qu'on a du mal à sortir des clous. Alors je sais pas si c'est ça ou autre, mais en tout cas je la trouve assez faiblarde. Heureusement que quand même on a une promesse d'in-ring qui est quand même super intéressante et qui fait qu'on va regarder ça avec délectation et surtout en live à Lyon. Mais voilà, la construction de la feud est un petit peu, pour moi, est pas exceptionnelle, quoi. Et on va tout remettre sur le in-ring, sur le match. Et donc une note un peu particulière. Hein, ouais, je vais mettre juste la moyenne, un 2,5 parce que in-ring, ça, il n'y a pas eu grand chose. C'est normal, c'est l'exercice. Et puis une draft qui, indépendamment de sa raison d'être, était quand même assez conventionnelle, on va dire. Donc voilà, j'irai pas au-delà de 2,5 pour ce SmackDown qui se regardait, mais sans plus. Voilà. Eh ben écoute, c'est enregistré. Moi de mon côté, je vais mettre. Alors je partage pas. Bon, pas, pas c'est vrai que je suis assez critique de la draft depuis plusieurs années. Moi, c'est vrai qu'à Raw, enfin à la WWE, j'adhère pas trop au projet parce que je considère que de toute façon, ce truc-là,
va voler en éclats d'ici, allez, quoi, 3-4 semaines si on est vraiment pessimiste, 2 mois si on est dans les optimistes. On sait que c'est des règles, ils s'y tiennent pas trop et bon, je trouve que ça a souvent pas énormément de sens. Et ils s'en servent pas non plus des masses. Alors je mettrai pas mon flop, je mettrai pas mon flop pour autant parce que je vais garder mon flop pour le même que toi. Je trouve que c'est vraiment incontournable sur cette semaine. Je vais vraiment mettre mon flop à AJ Styles et Cody Rhodes qui je trouve nous ont servi une des moins bonnes signatures de contrat quand même de mémoire récente. Je trouve que c'était extrêmement plat et très décevant. Et le post-WrestleMania, on fait souffler et on lance des nouveaux trucs, n'excuse pas tout. Voilà, ils sont capables de beaucoup mieux et je suis quand même assez déçu de ce qu'ils nous ont proposé. Donc c'est mon flop. Et mon top, écoute, mon top, je vais le donner à la petite Tiffy. On en a parlé, hein, Tiffany, qui m'a plu. Il y avait d'autres, il y a plein d'autres petites choses qui m'ont plu cette semaine, mais je vais quand même lui donner parce que je trouve que c'est l'archétype de moi de catcheur, catcheuse, peu importe, hein, mais ça me fait plaisir de voir que tu leur donnes pas grand chose et ils se jettent dessus comme des morts de faim. Chaque seconde à l'écran est bonifiée. Je trouve qu'elle elle fait vraiment du super taf et ça se voit qu'elle a vraiment envie de prendre de la place, hein, de prendre sa place, que ce soit les petites vignettes backstage, son match qui était très solide, son angle post-match, tout est carré, tout perce l'écran, quoi. Enfin, Tiffany Stratton, je suis de plus en plus convaincu. Et j'ai très hâte de voir ça à Lyon en live. Donc, c'est mon top cette semaine. Et globalement, je vais avoir la même note que toi parce que les épisodes de draft, ça me gonfle un petit peu. Donc, même si je trouve qu'il y a quand même plein de bons moments dans ce show, ça reste le passage obligé qui, pour le coup, moi, je suis un peu moins enthousiaste. Donc, 2,5 aussi. 2,5 et nous allons désormais voir ce que la nuit 2 de cette draft nous a réservé, puisque Géliel, si tu le veux bien, nous allons passer désormais à Monday Night Raw et on continue dans la suite chronologique, puisque cette fois-ci nous sommes à Kansas City, dans le Missouri, au T-Mobile Center, la ville des champions du Super Bowl, des Kansas City Chiefs. Du Super Bowl qui sont manifestement de la NFL, pardon, qui sont manifestement là en force, puisque nous avons Patrick Mahomes, le quarterback star, hein, 3 fois vainqueur du Super Bowl, 2 fois MVP, voire peut-être même 3 fois MVP. Si hier il me taperait sur les doigts, il me corrigerait parce qu'il connaît ça par cœur. Enfin bref, superstar, énorme star de la NFL, donc c'est quand même, soit dit en passant, à l'occasion, parce qu'on sait quand même que il y avait eu la draft NFL venait de passer, donc c'est un peu une période d'effervescence aux États-Unis, hein, sur tout ce qui touche à la draft et tout ce qui touche au football américain. Et le fait d'avoir la méga star des Chiefs, triple champion du Super Bowl, Patrick Mahomes au ringside, c'est quand même pas rien en termes d'exposition. Donc gros catch, hein. C'est Monday Night Raw un peu plus bling bling que SmackDown d'ores et déjà sur cette ouverture. Et pourquoi je parle de lui? Parce que dans le ring nous avons Logan. Non, n'importe quoi, pas tout de suite. Mais c'était parce que il a accueilli Logan Paul à l'arrivée de Logan Paul à l'arène, en fait, juste avant que le show démarre vraiment. On a eu cette petite vignette backstage. Et aussi d'ailleurs Logan Paul et le Judgment Day ont une petite interaction, qui se sont accueillis, voilà, ils ont dit tiens, t'as une ceinture, moi aussi, machin. Bon, intéressant, mais voilà, gros caméo, il fallait en parler, notamment parce que on en reparlera aussi un petit peu plus tard. On ouvre l'émission avec Becky Lynch qui est au centre du ring pour une petite promo. C'est l'heure de story time avec Becky. Becky qui vient parler de son septième titre, je crois, hein, de septième titre de championne du monde. Ça y est, c'est officiel depuis la semaine dernière. Elle a gagné la bataille royale de Raw, et donc elle est championne. Donc elle est prête, hein, maintenant. Elle est championne. C'est super d'être championne, mais c'est encore mieux de défendre son titre. Championne, The Man est une championne battante et qui va défendre sa ceinture partout, comme son mari, hein, comme Seth Rollins. Donc elle cherche un nouveau number one contender. Et du coup, il en fallait pas plus pour attirer la musique de Liv Morgan, qui débarque et puis qui dit, écoute,
c'est marrant que tu parles de ton championnat, machin, de ta victoire, parce que en fait, t'aurais pas pu y arriver sans moi, parce que si j'avais pas mis Et hors oui. d'état de nuire Rhea Ripley, jamais t'aurais eu cette opportunité. D'ailleurs, on a bien vu ce que ça avait donné à WrestleMania. Tu t'es viandé, nanana. Donc, ok. Pourquoi pas, ça se tient en quelque sorte, hein. Mais Becky Lynch d'ailleurs a bon rôle de lui rappeler que c'est marrant, mais d'accord, mais n'empêche que je sais plus comment c'est quoi son comeback, mais elle lui dit, toi pourtant on a eu la même opportunité un peu la semaine dernière, et si j'aurais jamais pu être championne sans toi non plus parce que je t'ai battu la semaine dernière ou un truc comme ça. Enfin bref. C'était une répartie Oui. beaucoup plus maligne sur le moment que comme je vous la raconte. Et nous avons Nia Jax qui interrompt tout ce beau monde. Donc Nia Jax qui a été transférée à SmackDown, hein, si vous suivez bien. Donc à ce moment-là, bon, voilà, il y a déjà le taquin en moi qui commence à se marrer un peu de la draft, hein, parce que Michael Cole a bon rôle à ce moment quand Nia Jax apparaît de tout de suite dire oui, souvenez-vous les règles, hein, souvenez-vous les règles, les rosters ne seront officiels post-draft que lundi prochain, lundi 8 mai. Oui, bon, écoute, ça n'a pas empêché Nia Jax d'intervenir à SmackDown la semaine dernière, hein, ça c'était pas un sujet. Donc bon, nous avons Nia Jax qui est là, hein, qui dit que c'est très mal poli, le public la siffle, c'est pas normal, elle devrait être championne d'ailleurs maintenant parce qu'elle aurait dû gagner la bataille royale, blablabla, blablabla. D'ailleurs, je trouvais ça ultra agaçant. Moi, j'imagine que c'était le but, hein, mais j'ai trouvé ça ultra agaçant parce que pendant la promo de Nia Jax, il y avait Liv Morgan qui parlait par-dessus elle, qui se foutait un peu de sa gueule, qui cactait un peu hors écran. Nia Jax, il finit qui monte dans le ring, qui veut monter dans le ring pour d'ailleurs en découdre plus avec Liv Morgan, mais Liv Morgan qui l'empêche de monter dans le ring en lui mettant un petit drop kick ou quelque chose comme ça, et il dit mais écoute, pas de problème, on s'affrontera un peu plus tard. On s'affrontera un petit peu plus tard, et Becky Lynch, spectatrice de ça, qui se dit très bien, écoutez, tapez-vous dessus les filles, c'est parfait. Donc voilà une ouverture de show. Bon, je m'en suis pas caché sur le Discord, hein. Moi j'ai trouvé ça compliqué, on va dire. Allez, je sais pas ce que toi t'en as pensé, Géliel. Ouais, ça ouvre avec Becky Lynch. Il y a une histoire qui se monte avec Liv Morgan, et puis il y a Nia Jax qui débarque effectivement, alors que, c'était il y a 2 jours, hein, effectivement que Nia Jax avait été draftée à SmackDown. Donc pour le coup, je te rejoins sur le fait de dire, alors du coup, ça a aucun sens. Alors, on a été rappelé que la date effective de prise en compte de la draft, effectivement. Oui. Voilà, ok. Bon, bref, derrière ça bascule sur un Morgan Jax. Alors, je trouvais ça plutôt. Alors, c'était à la fois, je trouve bien joué de la part de Morgan qui a ce rôle un peu d'agaceuse, un peu pénible, un peu chippy. Voilà, ok. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, parti pris, pourquoi pas. Et puis mais par contre Nia Jax, elle a aussi ce rôle de heel costaud, donc voilà, je trouve que ça matchait pas des masses. Et puis derrière, on a complètement mis de côté Becky Lynch, et on est parti sur une annonce d'un combat avec une espèce de challenge de Nia Jax avec Liv Morgan qui donc l'affrontera ce soir. Ok. Moi, j'avais été vachement plus intéressé par l'arrivée de Logan Paul avec Patrick Mahomes, plus le jugement de Carey qui en le disant sans le dire, disait plein de trucs entre les ceintures, entre la compétition, entre les ceintures, etc. Voilà. Et puis la petite pique de Priest par rapport à Jey Uso, etc. Enfin bref, tout ça était finalement 4 à 5 fois moins de temps. Finalement, présentait beaucoup plus d'informations et d'intérêt que toute la partie in-ring en pleine lumière qu'on a vu après. Donc voilà, dommage. Dommage, en effet, dommage, ouais. Et bon, écoute, on verra, on reverra deux de ces trois femmes, en tout cas un petit peu plus tard, dans l'émission, avec peut-être ce qui s'apparente un peu à une sorte de cadeau d'adieu de Nia Jax à Monday Night Raw et à Liv Morgan avant qu'elle parte vers d'autres cieux. Les premiers pics d'euros, c'est parti pour la draft. Les premiers pics vont être annoncés par Stephanie McMahon.
Donc voilà, Triple H, Paul Levesque avait ouvert le show à SmackDown. C'est sa femme qui va ouvrir à Monday Night Raw. Et donc là, bon, écoutez, là c'est parti. Encore une fois, hein, au feu, le kayfabe, la hiérarchie, le star power. Nous allons, sélectionner. Bon, on va sélectionner. Voilà, on va sélectionner puisque Monday Night Raw va ouvrir avec Imperium. Imperium en numéro 1. Alors. C'est pas n'importe quoi, c'est Gunther quand même hein, dans Imperium. Hein. C'est Gunther et Ludwig Kaiser. Gunther et Ludwig Kaiser qui sont donc sélectionnés en numéro 1 à Raw, sans Giovanni Vinci, c'est important. Hein. Giovanni Vinci, on se souvient la semaine dernière, qui s'est fait exclure du groupe de manière assez violente avec une attaque de Kaiser. En numéro 1, SmackDown décide de conserver Jade Cargill, The Storm is Coming, comme dit Stephanie McMahon. Donc évidemment, Nick Aldis ne laisse pas son diamant partir dans le show rouge. Et là, Monday Night Raw qui pète un câble, Monday Night Raw qui craque et qui utilise son deuxième pick pour aller voler à SmackDown, Damage Control. Alors là, j'ai pas compris. Écoutez, Monday Night Raw. Là, Adam Pearce, j'ai pas compris, mais bon, écoutez, c'est comme ça, il faut pas réfléchir. SmackDown, eux contre-attaquent en conservant Kevin Owens, excellent pick, bravo à eux. Et donc voilà, ce premier tour de draft qui est bouclé avec un premier transfuge, Damage Control qui part à Raw. Et blague à part, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le reste est assez convenu, et notamment SmackDown qui conserve Jade Cargill et Kevin Owens. Damage Control avec le split avec Bayley, voilà, je pense que ça va permettre de créer de nouvelles choses, d'amener de nouvelles choses. C'est ce qu'on avait aussi dit sur la partie SmackDown, sur certains drafts, pas sur certaines situations. Là, pareil. Voilà, là, pareil. Je pense que l'histoire avec Bayley, elle est maintenant terminée. On part sur, il faut partir sur autre chose, et je pense que la bascule sur Raw est la meilleure chose qui puisse arriver à tout Damage Control, quelle que soit l'histoire qui lui arrive, un split ou autre, pour repartir sur quelque chose d'un peu plus neuf, d'un peu plus rafraîchissant. On a les Kabuki Warriors au sein de tout ça. Il y a aussi peut-être quelque chose à créer là-dedans. On verra. Mais en tout cas, très bon pick de Raw. Et puis voilà, l'assurance de repartir sur du frais. Donc moi, ça me va bien. Ouais, en effet. Malgré tout le désamour que je porte à Damage Control, je pense aussi que c'est une bonne chose. Pour moi, c'est vraiment la division féminine qui avait le plus besoin de vraiment de secouer les choses et d'aller nous proposer des match-ups un peu frais. Donc Nia Jax pour l'instant, Nia Jax à SmackDown, Damage Control et donc Io Sky à Raw. C'est aussi l'assurance de voir peut-être d'autres affrontements un peu excitants pour redynamiser cette division féminine. On va continuer avec, puisque Imperium et Gunther notamment ont été annoncés first pick, et écoute, ils vont venir se montrer, nos amis autrichiens allemands, puisque Gunther affronte Xavier Woods du New Day, 1 contre 1, première sortie de Gunther sans son titre intercontinental, et pour prolonger un petit peu l'annonce de la semaine dernière, qui est, on sait, voilà, le King of the Ring va faire son retour. Xavier Woods est un ancien vainqueur et d'ailleurs, je crois, tenant du titre du dernier King of the Ring. Il y en a pas eu depuis, je crois, et en plus, il y en a pas eu depuis un moment. Il a été très très sympa dans son rôle de King of the Ring. C'était assez drôle. Assez drôle comme il le portait. Donc, comme Gunther, Gunther a un peu posé ses yeux, va dire, mis son viseur sur le King of the Ring. Il l'a clairement annoncé. Donc du coup, ils vont s'affronter, parce que pourquoi pas, l'ancien King of the Ring contre peut-être le futur nouveau. Et un match qui a été très très long. Puisque Xavier Woods a tenu 16 minutes contre Gunther. 16 minutes très accrochées. Alors, moi, j'ai pas forcément, j'ai trouvé ça un peu long, perso. Après, je dirais pas que c'était loin d'être un mauvais match, Alors, long, play by play que je vous épargne. Mais globalement, Gunther, en fait, a asphyxié petit à petit dans ce match, Xavier Woods, beaucoup de
tentatives de soumission, beaucoup de power move pour affaiblir Woods qui petit à petit en fait ne tenait même quasiment plus debout, ne pouvait plus porter ses super kicks, ne pouvait plus rien faire au point que d'ailleurs au bout d'un quart d'heure de match, Kofi Kingston qui était aux abords du ring attrape une serviette et menace un petit peu, tease de la lancer. De la lancer dans le ring pour sauver son copain, mais Xavier Woods en babyface valeureux, en champion du peuple, il dit non, je peux le faire, arrête. Alors Xavier Woods, du coup, Kofi Kingston lance la serviette dans la foule est en folie, il dit allez Xavier, mais sauf que malheureusement Gunther sans pitié attrape le pauvre Xavier Woods et le place dans un STF pour la soumission, fait assez rare. Soumission donc victoire par abandon de Xavier Woods sur le STF et donc une victoire très accrochée de Gunther, mais qui paradoxalement ressemblait en quelque sorte à un très 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 long squash. Je sais pas si tu as eu un peu ce même sentiment. J'ai eu le même sentiment dans le sens où assez rapidement on a vu que Xavier Woods ne pourrait pas gagner contre ce Gunther-là, quoi. Et alors effectivement, il a un côté plutôt char d'assaut que félin, Gunther. Je sais pas lui faire offense, mais du coup, il y avait une espèce de pression qui est montée tout au long du match, qui s'est bien vu à la fin, où même on avait Kofi donc qui demandait à arrêter parce que c'était ça sentait vraiment le match à sens unique, mais sur un train un peu de sénateur où Gunther mettait ses coups, ses grands coups, ses prises, et puis on sentait qu'il y avait une puissance qui était complètement de son côté, quoi. Et finalement, tu l'as dit en fait, le sentiment qui prédomine à la fin, même si le match a duré trop longtemps, je suis d'accord avec toi, c'est que à aucun moment Xavier Woods a eu sa chance dans ce match-là, et en fait, on pouvait même imaginer que Gunther aurait pu plier le truc beaucoup plus tôt s'il l'avait voulu, quoi. Donc, je trouve que Xavier Woods ressort assez faible de cet affrontement et Gunther très très fort sur ce premier match. Tu as bien fait de le dire, post perte de titre et qui le destine, selon lui, bien sûr, à aller chercher la couronne de King of the Ring. Et oui, exactement. Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Et ça va être intéressant de suivre le futur de Gunther sans cette ceinture et cette couronne qu'il pense pouvoir aller chercher. On va continuer avec des pics et là qui pour les présenter. Qui d'autre que Logan Paul et son copain de YouTube. Alors je crois que c'est iShow Speed. C'est ça, Speed. Ouais, c'est ça. Speed qui sont là, écoute mon taré celui-là, qui sont là pour annoncer les prochains pics, qui en profitent d'ailleurs pour nous rappeler que Patrick Mahomes est aux abords du ring derrière les commentateurs. Ça va avoir un rôle à jouer un petit peu après. Donc les prochains pics. C'est pour ça que je vous disais au diable le star power et la cohérence, parce qu'on se souvient quand même on a Monday Night Raw a sélectionné en numéro 2 Damage Control et donc Monday Night Raw va sélectionner en numéro 3 CM Punk qui c'est vrai qu'il fallait quand même pas louper Damage Control avant CM Punk, ça aurait été dommage, mais donc CM Punk numéro 3 de Monday Night Raw qui reste à Monday Night Raw. SmackDown qui évidemment se précipite tout de suite sur The Pride, Bobby Lashley, Montez Ford et Angelo Dawkins et B-Fab, évidemment. Et B-Fab, donc, pour conserver en numéro 3 cette faction à SmackDown. Et là, Monday Night Raw en numéro 4 nous surprend puisque il nous annonce quoi? Braun Strowman. Braun Strowman en numéro 4. Le monstre des monstres, le géant, est de retour. Il est de retour. Alors, il est de retour sur l'écran, parce que voilà, on nous annonce qu'il a été sélectionné. Mais voilà, écoute, Braun Strowman fait son grand retour. Et en numéro 4, SmackDown, eux, sélectionnent de conserver Tiffany Stratton. Donc, écoute, ce deuxième tour de draft qui marque une première surprise. Et peut-être avant qu'on parle de cette surprise, on va parler de ce qui a suivi juste après, parce que ça va nous permettre, je pense, d'englober un petit peu tout ça.
puisque dès que les pics sont terminés, on a Logan Paul qui arrive au ring avec le micro et puis qui commence à dire, alors on sait pas trop pourquoi, mais moi j'aime bien quand les histoires se croisent un peu comme ça, je trouve ça assez sympa. Mais on sait pas trop pourquoi, il commence à tracher un peu Jey Uso. Il dit Damien Priest il va exploser Jey Uso à Backlash, c'est un gros naze, il peut rien gagner tout seul, de toute façon lui il sait faire que du tag team, c'est un blaireau. Et donc évidemment Jey Uso débarque, il commence à menacer un petit peu Logan Paul, il fait des yeets, le public yeet avec lui. Logan Paul qui d'ailleurs dit que lui il yeet depuis 2017, alors c'est pas Jey Uso qui va lui apprendre à yeeter. Ok, tout ça est très amusant, et le Judgment Day arrive. Le Judgment Day arrive par derrière, discretos. Alors le Judgment Day c'est à ce moment-là c'est JD, Finn Balor et Finn Balor. Hein. Et peut-être Oui. Dominique Mysterio avec son baron d'écharpe, je sais plus, mais en tout cas c'est JD et Finn Balor qui arrivent un petit peu par derrière, alors que justement Logan Paul dit mais moi tu sais c'est pas comme ta Bloodline, moi elle est tight, et justement il y a le Judgment Day qui arrive à ce moment-là. Donc assez intriguant, parce qu'on se dit tiens Logan Paul il fait quoi, il a fait un marché avec le Judgment Day, avec El Campeon, c'est un peu peut-être pour ça qu'on les a vus en début d'émission. Donc bon, intéressant. Donc évidemment, passage à tabac du pauvre Jey Uso, hein, le Judgment Day qui en profite pour affaiblir le challenger d'El Campeon, Damien Priest, un petit pour Backlash. Pendant ce temps-là, Logan Paul en profite, il sort du ring, il hilare, et il va voir son copain Patrick Mahomes, qui là lui file ses 3 bagues de champion de Super Bowl, des énormes bagues de champion à l'américaine, hein, trucs qui te prennent toutes les phalanges là. Et donc à la manière d'un coup de poing américain, en fait, il enfile les 3 bagues de champion de Super Bowl que lui a prêté le quarterback star. Il remonte dans le ring et là, il veut mettre une grosse patate à Jey Uso. C'est évidemment esquivé et c'est JD McDonough qui se prend la pêche en plein dans la figure. Alors là, il n'y a pas besoin de. Déjà, on sait moi je trouve qu'il bump extrêmement bien, mais là en fait, il n'a pas eu besoin de sceller puisque, écoute, manifestement, on le verra un peu plus tard dans l'émission et un peu plus tard aussi sur les réseaux sociaux, il s'est pris une pêche quoi, avec les bagues. Donc il a un cocard absolument monstrueux, donc ils l'ont pas loupé. Ce segment se termine, voilà, un petit peu bazar, Jey Uso qui s'échappe, et c'est surtout bazar qui n'est pas terminé puisque Braun Strowman qui venait d'être annoncé arrive pour le sauvetage. Il fait fuir le Judgment Day, il fait fuir Logan Paul, il sauve son copain en tout cas, Jey Uso, et se permet même une petite confrontation avec le fameux Patrick Mahomes qui est dans tous les bons coups lui, en mode retenez-moi ou je vais faire un malheur, hein, grosso modo. Et c'est d'ailleurs Jey Uso hein, qui dit non mais attends, calme-toi, c'est bon, c'est pas de sa faute, j'en sais rien, enfin bref, calme-toi, on verra ça plus tard. Et donc voilà, la fin de ce segment assez riche, pas mal de choses. Et ce tout petit truc à la fin qui me dit tiens, si ça se trouve, on est déjà en train de nous faire SummerSlam là pour Braun Strowman. Ouais. Mais beaucoup de choses, comme tu l'as dit, des croisements d'histoire, des croisements de feu du Judgment Day. Mais en fait, c'est le fil rouge qu'on avait avec le début, avec cette première ouverture de Raw avec ces mêmes acteurs quasiment. Ce tour de draft, hyper intéressant effectivement. CM Punk, il était attendu évidemment. SmackDown qui prend Street Profit et Bobby Lashley The Pride, et puis Tiffany Stratton évidemment qui reste à SmackDown. Retour super intéressant de Braun Strowman. Moi je suis comment dire, je reste encore un peu convaincu qu'il peut faire plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Alors je sais pas, c'est plus un rookie loin de là, mais j'ai encore l'impression qu'il y a moyen de faire quelque chose, donc qu'il a pas encore forcément tout donné, tout montré. Je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Donc je suis content de le revoir, je suis content qu'il soit officiellement dans la draft et pas dans un obscur placement à gauche ou qu'on verra après dans un résumé PowerPoint. Donc là, il a sa musique, il a son nom officiellement retenu à Draw, et puis du coup, il intervient directement derrière dans l'espèce de brawl qui se met en place. Plus de l'overbooking avec effectivement l'intervention
l'intervention de Mahomes. Non, très, très sympa. C'est enfin très très sympa. Ça part dans tous les sens. Il y a des retours, il y a des arrivées, de l'overbooking, des guests. Non, c'est vraiment tout ce que j'aime bien, quoi. Et effectivement, McDonald's se prend une super belle pêche. Hein, je suis d'accord avec Ah toi. ouais, là, Il ouais, s'en costaud prend celle-là. une énorme, celle-ci. Ouais, là, Logan Paul, il a eu du mal à retenir son coup, là. Ça me fait penser à la tarte qu'a pris Dominique Mysterio par Becky Lynch Ouais, il y a oui, oui, ça oui, qui était quelques belle aussi, hein. semaines, Ouais, ouais, qui était qui belle était aussi. très 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 belle. Alors il l'a joué comme il fallait, mais il s'est pris une Ouais. tarte de l'espace par par Alors, Becky Lynch. c'était dans la mâchoire, donc du coup, ça a laissé un peu moins de traces, parce que là, c'est vrai que Ouais, l'arcade a bien prise, là, pour ouais, JD. ouais, ouais. Mais Mais oui, c'est c'est vrai, effectivement t'as raison. du même niveau. Donc bien, plein de choses là. Donc j'adore. Et voilà, on est dans le post WrestleMania, on est en train. Alors SummerSlam, ouais, pourquoi pas, bien sûr, et bien sûr. Mais ça veut dire du coup qu'on va construire des histoires longues, qui vont bien s'écrire, qui vont bien se. Donc ça veut dire que les gars ont déjà anticipé les choses. Moi, je suis fan. Hein, je sautille sur mon siège et je tape des mains. Allons-y quoi, allons-y. Il y a des très très bons. Logan Paul, on revient pas dessus. Damien Priest, Jey Uso, même Finn Balor dans une certaine mesure. Enfin voilà, et Braun Strowman qui pourrait éventuellement repartir sur quelque chose. Voilà, tout est. Je trépigne. Je trépigne de voir tout ça, comment ça va se construire. Eh ben ouais, écoute, tout pareil. Et puis c'est vrai que ce retour en fanfare là de Braun Strowman a été, ma foi, ouais, très bien joué, hein, parce qu'en plus le fait qu'il interagisse avec JD McDonough, avec donc potentiellement ouverture vers, JD McDonough avec le Judgment Day. Donc ça lui ouvre Ouais. un peu la porte potentiellement du titre de Damian Priest. Il a interagi avec Logan Paul, donc ça lui ouvre la porte du titre US. Il a interagi avec une superstar, une superstar hors du monde. Ouais, gros retour. Pour Braun Strowman, et pareil, moi aussi, j'ai toujours bien apprécié le bonhomme. Je trouve que, c'est sûr que c'est un big man ultra impressionnant. Il apporte quelque chose que beaucoup n'ont pas dans le roster, et donc, écoute, j'espère que ce run sera excellent pour lui. Tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Tout à fait. On retourne en coulisses et on retourne en coulisses avec Awesome Truth et notamment R-Truth qui manifestement a passé un deal avec Chad Gable. Alors mais qui est un title shot ce soir en échange de 2 choses plus tard. Donc bon, évidemment, R-Truth n'a pas vraiment compris, je pense, ce qu'il faisait. Chad Gable, en tout cas, on a bien profité. Alors c'est assez drôle, hein, parce que le Miz arrive et il dit bah, attends, comment ça t'as passé un deal? Et Arthrus qui lui explique, mais il dit, mais attends, mais si, c'était une super affaire. Je lui ai donné un truc maintenant, il va me donner 2 trucs plus tard, c'est fantastique. Enfin bon, bref. Donc du Arthrus tout craché. Le Miz qui lui demande de se concentrer, c'est la draft. Donc Arthrus qui dit, ah putain, génial, c'est la draft NFL. Ah bah c'est fantastique. Moi j'ai toujours voulu jouer à NFL. Bon bref, c'est n'importe quoi. Chad Gable qui était toujours là à ce moment-là, donc Arthrus qui s'en va et Chad Gable qui se moque un peu du Miz, un peu du style ouais, ça doit pas être facile tous les jours mon gars, bon courage. Et à ce moment-là, boum, on a une grosse botte blanche et noire qui arrive de la droite de notre écran en plein dans la face de Chad Gable, et c'est bien évidemment Sami Zayn qui était venu se venger de la semaine dernière. Donc on a profité pour mettre un joli petit hell of a kick à Chad Gable. Écoute, visuellement très efficace. Et Ah oui. voilà, fin de cette petite vignette backstage qui m'a bien fait rire. Ah oui, Je sais pas oui. si tu as un truc, Ah, quelque chose à commenter dessus. ouais, je suis très fan de Trouve. Je trouve que Ah ouais. son approche en décalage permanent avec ce qui se passe à l'écran ou ce qui se passe autour de lui est assez incroyable. Il y a un C'est esprit rarement créatif voir. quand même qui est impressionnant. Ah, Je sais pas ce qu'il ouais, trouve ouais, toutes ces conneries quoi. Mais ouais. ouais, ça tombe quasiment tout le temps juste. C'est rarement lourd. Enfin voilà, c'est cette autodérision permanente sur son personnage, son histoire et même l'ensemble de l'environnement, l'écosystème WWE, c'est assez top. Et puis derrière, le le King que se prend Ah, Chad il était beau Gable celui-là aussi hein. à Ouais, 3 centimètres de la caméra, il était beau ouais. celui-là. Oui. Ouais, c'est la Donc soirée non, des jolis bumps hein. Ouais. ouais. Donc non, très bien. Et puis effectivement, enfin, je suis quand même d'accord avec Gable. Hein, ça peut être simple tous les jours pour The Miz de devoir se taper R-Truth et c'est sa manière de comprendre les choses et l'univers de manière générale. Ouais.
Non, en effet, c'était sympa, ça a tapé juste. Et Sami Zayn, mais en fait, on va le retrouver tout de suite. Ah, il y a cette nouvelle production maintenant des shows de WWE avec, il y a beaucoup de continuité entre les segments backstage qui va se passer dans le ring, des travelling, des choses, enfin bref, donc voilà, évidemment, ce Hell of a Kick va donner suite à, on va suivre l'entrée du champion, Sami Zayn, qui va défendre son titre intercontinental, qui va le défendre. Et oui, ce soir, nous avons un title shot. Et pour nul autre que Bronson Reed, Big Bronson Reed, qui donc défie Sami Zayn pour le titre. Un match qui va démarrer, alors évidemment avec une grosse domination de Bronson Reed, hein, comme on peut s'y attendre. Sami Zayn qui come back, voilà, bon, un scénario David contre Goliath assez classique. Mais au moment où on pense que Zayn va peut-être prendre un avantage définitif, avec son Hell of a Kick, c'est Chad Gable, évidemment, qui arrive encore et toujours pour la disqualification et donc le run-in. Donc bon voilà, évidemment, c'est le bordel post-match. Et c'est le bordel post-match qui va quand même se terminer sur une image pas piqué des hannetons, puisque c'est Bronson Reed qui va avoir le dernier mot dans tout ça. Puisqu'il va défoncer Chad Gable et Sami Zayn et du coup poser avec le titre intercontinental au-dessus des deux corps encore fumants de ses victimes, et donc Bronson Reed qui évidemment n'a pas du tout apprécié que Chad Gable vienne lui pourrir sa chance au titre intercontinental. Donc à charge de revanche pour Bronson Reed, Chad Gable qui continue à chercher des noises à Sami Zayn. Et écoute, cette histoire se densifie avec un nouvel acteur de taille. Pour le titre intercontinental. Acteur de taille, acteur de poids, effectivement, Bronson Reed. Le match était très sympa et effectivement, alors Reed a quand même pas mal dominé dans le match. Sami Zayn s'en sort avec son elbow kick et au moment où ça doit se terminer, on a Chad Gable qui arrive. Chad Gable qui est quand même impressionnant, hein, la manière dont il a d'embarquer de la German suplex. Là, on sent qu'il est quand même très 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 costaud, hein, pour son gabarit. Donc disqualification, effectivement. Enfin, oui, voilà, disqualification, fin du match, et puis le brawl d'après. Alors moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est qu'on voit quand même à un moment Chad Gable qui s'approche du titre intercontinental. Après Reed il lui règle son compte et fait la même chose avec le titre. Donc, ça laisse quand même supposer de la triple threat à plus ou moins long terme, ou en tout cas 3 acteurs entre Zayn, Gable et Reed autour d'une seule et même ceinture. Donc, voilà, moi je vois ça d'un très bon œil avec Bronson Reed qui avait pas eu grand chose à se mettre sous la dent depuis un certain temps, qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Chad Gable qui avait été cantonné pendant un bon moment à du comedy wrestling, qui revient très sérieusement dans le game, et puis un Sami Zayn toujours très efficace, porteur du titre. Donc il y a des choses qui vont être très sympas à suivre là-dedans, quoi. Oui, écoute, tout pareil que toi. Donc affaire à suivre du côté du titre intercontinental, mais c'est sûr que ça va commencer à chauffer pour Sami Zayn, mais en tout cas jusqu'à preuve du contraire, à quelques jours de Backlash, ce match n'aura pas lieu à Backlash. En tout cas, nous n'aurons pas notre champion le plus francophone des champions à Backlash. On continue. Ron Simmons, John Bradshaw, Layfield, JBL, APA qui arrive pour faire les prochains picks. Bon, écoute. Là-dessus, ça va aller assez vite. Monday Nitro qui sélectionne LWO. Et oui, transfuge, tandis que SmackDown sécurise Legado del Fantasma. Donc c'est la petite surprise peut-être de cette draft. Donc les deux factions mexicaines sont séparées, alors que on venait de vous dire un petit peu à SmackDown, dis donc, ça va continuer. Et d'une certaine manière, ça va continuer, mais ça va sans doute continuer de manière plus intestine à Raw, puisque LWO, il faudra le noter, sur le visuel, avait toujours Carlito en transfuge. Donc Carlito suit le mouvement, et forcément, écoute, ça veut dire que la suite de cette histoire va se passer à Raw, tandis qu'il va falloir trouver quelque chose de nouveau pour Legado del Fantasma, ce qui vraiment n'est pas du tout pour me déplaire. Donc j'étais globalement assez satisfait, toute chose égale par ailleurs, parce que ça reste quand même de la low card, mais j'étais quand même assez satisfait de voir ça. Et Monday Nitro qui enchaîne en pick numéro 6 avec Drew McIntyre qui
va être, on va le voir après, très vexé de ce positionnement. Il faut quand même, si on rembobine, il faut quand même se dire que Damage Control quand même a été sélectionné avant CM Punk, Braun Strowman et désormais Drew McIntyre. Donc c'est quand même assez costaud. Et SmackDown, eux, vont prendre Shinsuke Nakamura, autre transfuge pour le coup. Donc ouais, un peu de mouvement sur ce tour de draft. Un petit commentaire peut-être. Oui, bah oui. Et puis bah alors c'était, je l'avais dit en prémisse tout à l'heure, mais c'était un petit peu prévu. Bah, je suis content du coup que ça se termine en sortie et non plus en lutte un peu consanguine du côté des luchadors. Donc c'est très bien finalement qu'ils puissent être séparés et qu'on ait du luchador et à Raw et à SmackDown et pas tout concentré d'un côté avec des histoires qui resteraient entre luchadors. Donc très content de ça. Drew McIntyre, Shinsuke Nakamura, effectivement, on appréciera, et tu l'as très bien dit, le fait qu'on ait pris un match contrôle très très haut versus un Drew McIntyre. Il était assez offusqué du fait. Je pense que Oui. nous l'étions également un petit peu avec lui sur ce coup-là. Oui, et justement, bah, écoute, tu le fais pas si bien dire, puisque Drew McIntyre arrive immédiatement après son pic, avec un micro à la main, et qui dit, non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, d'où je suis, 3e tour de draft, 6e pic, machin, nanana, c'est n'importe quoi. Alors, difficile de lui donner tort, comme souvent un peu avec Drew McIntyre. Mais bon, en tout cas, les fans de Kansas City ont décidé d'être un petit peu plus taquins, puisque ils en ont un peu rien à foutre de la position de la draft de Drew McIntyre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est chanter CM Punk, et donc, voilà, CM Punk, CM Punk, CM Punk. Donc bon, évidemment, Drew McIntyre pas content du tout. Et en fait, bah écoute, d'un seul coup, on a la musique de CM Punk qui retentit. Surprise, CM Punk est là. CM Punk est-il là? Bon, écoute, donc Drew McIntyre se retourne parce qu'à ce moment-là, il était près du Titantron, mais personne n'en sort. Et puis là, on a d'un seul coup un petit brouhaha dans le public, des spotlights qui s'allument en hauteur, et qu'est-ce qu'on voit? CM Punk qui est dans une skybox tout en haut. Donc skybox, c'est les loges un peu des stades à l'américaine. Donc tout en haut du stade, dans une loge, et puis qui fait coucou, avec son petit débardeur, tout beau que vous pouvez retrouver au WWE Shop là. Il fait coucou, regarde, je suis là. McIntyre évidemment qui est hors de lui, qui part tout de suite pour essayer d'aller le trouver. Et ça va être une sorte de petit fil rouge qui va s'étendre sur peut-être une petite demi-heure de show, puisque on va voir un moment Drew McIntyre, je crois, passer à côté de deux mecs qui se font interviewer. Bah, c'est Braun Breaker d'ailleurs qui se faisait interviewer et qui était interrompu par Sheamus. Et Drew McIntyre qui passe à ce moment-là, c'était assez drôle. Et Drew McIntyre qui finit, plusieurs segments plus tard, par arriver à la fameuse skybox. Il toque à toutes les portes, il demande aux gens dans la coursive, aux gens du public, il est là, non, il est pas là. Et puis il finit par trouver la bonne skybox. Et là, évidemment, elle est vide. Il y a eu juste une photo dédicacée de CM Punk, c'est tout. Et là, beauté de la production, évidemment. En plan plongé, on a le ring en dessous avec le Titantron qui s'allume avec le thème de CM Punk, et CM Punk qui fait son entrée dans l'arène, tandis que cette fois-ci McIntyre est tout en haut. Donc CM Punk qui est très très fier de son coup, qui va nous faire une petite promo micro. Voilà, un petit plaisir dans ce Monday Night Raw où il n'était pas vraiment annoncé. Un CM Punk qui apparaît peut-être plus depuis qu'il est blessé que avant sa blessure. Et donc voilà, il va nous faire une petite promo évidemment sur Drew McIntyre. Alors il nous fait sa classique. Il est du très très bon quand même. Là il nous fait du lourd là. Donc il dit voilà, moi bon les gars, je suis pas là pour vous faire perdre votre temps. Je crois que c'est à ce moment-là. Oui, il ouvre avant de dire ça, il ouvre avec sa fameuse phrase qu'il avait prononcée. C'était quoi? C'était en 2010, 2011, je sais plus, pour la fameuse pipe bomb. C'était do I have your attention now? Il dit voilà, je crois que c'est le moment de l'émission maintenant où je dois dire est-ce que j'ai votre attention à tous? Et donc il s'assied en tailleur au milieu du ring, et comme il l'avait fait pour sa pipe bomb, il demande à Pat McAfee de le timer. Il lui dit écoute, j'ai 5 minutes 46 pour te parler de Drew McIntyre, ce qui est la durée de ton title reign à WrestleMania. Donc timez-moi, je veux pas vous faire perdre de temps. Et donc voilà, il rappelle un petit peu. Alors il y a un petit peu de redite, mais c'est vrai que c'est très très efficace. Ouais, il dit écoute, manifestement Drew, j'ai ton attention quand même depuis quelques temps. T'es un peu comme une ex toxique dont on n'arrive pas à se séparer. Mais écoute, voilà, je suis
je suis très content. Enfin, ouais, je suis très content que tu te sois blessé. Il était Parce très que content que ce soit lui qui l'a blessé en fait. Tu vois. oui, voilà, il est C'est très ça. content que ce soit voilà. Donc c'est un peu le retour d'ascenseur, hein, parce que c'est en effet, il s'est blessé à l'épaule ou au coude, hein, je sais plus. Drew McIntyre et donc et puis il revient sur le fait que bah oui en fait t'es énervé de ton tour de draft, t'es drafté en 6e et moi j'ai été drafté en 3e machin. Mais c'est pas compliqué, c'est juste de l'économie du catch, wrestling economics, hein, c'est business 101. C'est tout simplement que je suis meilleur que toi dans tout. Voilà, je suis meilleur que toi dans le ring, au micro, aux commentaires, personne. Nobody can touch me, qui est une phrase c'est déjà un morceau de promo qu'il avait sorti à la WWE lors de son règne précédent. Et donc, bah, de toute façon, voilà. Tu m'avais dit que quand tu m'avais blessé, t'avais prié pour que quelque chose comme ça arrive. Bah, c'est super, mais les prières, c'est pour les losers. C'est les perdants qui prient pour que les choses arrivent. Les gagnants, eux, ils font. Ils font survenir les événements et donc c'est ce que je fais, je suis un gagnant, donc c'est pour ça que je t'ai blessé et quand je serai 100% clear, je reviendrai et je ferai ta vie un enfer. Voilà, mic drop, terminé, avec un gros plan sur la tête de Drew McIntyre qui est absolument hors de lui, une sorte de colère froide intérieure là qui est très très bien jouée. On a l'impression qu'il va tuer quelqu'un et donc ça se termine là-dessus sur donc bah, une énième passe d'armes entre ces deux hommes qui nous proposent peut-être déjà les prémices de la feud de l'année sans même catcher ensemble. C'est assez, c'est vrai que c'est assez dingue ce qu'ils font quand même depuis des semaines. Je disais un peu en rigolant que CM Punk est plus présent depuis qu'il est blessé qu'avant, mais c'est vrai que c'est assez fou, surtout pour une superstar, parce que on va dire que 9 fois sur 10, voire peut-être plus que 9 fois sur 10, quand on a une blessure, la période de convalescence est servie un peu pour pour faire oublier un peu et essayer de faire un retour surprise, un repackaging. Là, c'est tout l'inverse. Hein. Là, on occupe l'espace au maximum. CM Punk est vraiment, on a presque l'impression qu'il est plus blessé. Il vient même plus avec son en écharpe, son attel. C'est vrai qu'on se dit là, on a qu'une envie, c'est qu'il se foute sur la tronche, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que la feud est assez dingue. Moi, je me pose la question, est-ce que c'était pas déjà, en fait, est-ce que c'est pas déjà cette feud qui avait été écrite? Parce que là, elle est très, très, très bonne, celle-ci, Oui. pour le retour de CM Punk, qui s'est blessé tout de suite, hein. Dont McIntyre a eu beau jeu de le dire, mais effectivement, sur son premier match, il s'est blessé. Donc, est-ce que c'était pas pour autant déjà celle-ci? Par contre, enfin le niveau d'intensité des échanges là, parce qu'il y a quand même la punchline hein, qui a été balancée Ouais, ça dans y tous va. les sens, et je les trouve très très bons les deux. Hein. Drew McIntyre, il a cet angle-là qu'on lui connaissait pas systématiquement ou pas forcément, enfin que moi en tout cas j'avais pas forcément perçu. Et il est assez incroyable dans ses déclarations dès qu'il sort un peu du côté un peu babyface ou super gentil, il est capable de balancer des trucs très Ah, mais il humour est excellent. froid Ah, et il est compagnie. excellent. Il est excellent, excellent. Et sur ce registre-là, CM Punk est pas le dernier non plus. Donc ça donne une intensité aux échanges à base de punchline qui est hyper intéressant. Mais enfin, j'espère que Punk est à 15 jours max de revenir en in-ring ou pas beaucoup plus, parce que le niveau d'intensité est déjà bien plus élevé que on va avoir un payoff entre AJ Styles et Cody Rhodes. Ils ont échangé 3 mots en se serrant la main et en serrant les dents, avec un niveau d'intensité proche de zéro. Là, on a un niveau d'intensité entre les deux qui est incroyable, et on n'a pas encore le début d'un affrontement, puisqu'il y en a un qui dit qu'il est complètement out, quoi. Ouais, Donc, c'est fou. C'est vrai que je c'est sais assez pas fou. jusqu'où ça peut encore monter. Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est assez inédit. Moi, perso, j'ai pas d'exemple qui me viennent en mémoire de mecs qui, pendant leur période de convalescence, occupent à ce point-là l'espace Ouais. et jouent quasiment un rôle d'actif, quoi. Enfin, ouais, Ouais, ouais. le mec balance des promos non-stop. Donc voilà. Bon, après, ils sont pas fous. La WWE, ils ont compris. Hein. Moi, j'ai pas historiquement, je suis pas le plus grand fan de CM Punk, mais il faut s'incliner de toute façon devant le talent qu'a ce mec à te coller les yeux à l'écran et faire que chaque passage de toute façon est incontournable. Donc voilà, la WWE, ils sont pas fous, ils ont bien compris que
ils ont CM Punk sous contrat, blessé pas blessé, ils vont s'en servir au maximum et il leur rend, voilà, et il leur rend bien parce que le mec est exceptionnel là au micro. Bon, il l'a toujours été, mais en tout cas depuis son retour, c'est fantastique ce qu'il fait avec Drew McIntyre. Maintenant, est-ce que c'est pas un jeu dangereux en effet je sais pas, j'ai envie de croire un peu comme toi que pareil, il est très proche d'un retour parce que sinon, jusqu'où tu peux faire un peu monter la sauce, tu joues un peu avec, tu joues avec l'impatience du public qui monte, qui n'a envie évidemment que d'une chose, c'est que ça pète. Il y a un moment où, attention à pas passer à côté du grand moment parce que si en réalité on apprend que CM Punk comme ce qui avait été un petit peu murmuré à l'époque de sa blessure, hein, quand il a dit qu'il pourrait pas être à WrestleMania et qu'il va être pas là pendant plusieurs mois et tout. Si vraiment il est pas là avant la rentrée prochaine ou j'en sais rien ou avant l'été, avant ce machin, bah c'est un peu long quoi. Vu l'investissement de télé qu'ils font, c'est long. Après bon, écoute, jusqu'ici c'est extrêmement plaisant. Mais bon, ça pose des questions. On va voir. On verra. Alors ce qu'on verra peut-être très rapidement parce que donc entre ces passages de Drew McIntyre et ce fil rouge, je vous ai épargné un match entre Candice LeRae et Maxime Dupri. Ah bah non. Ouais, désolé, moi je veux le play-by-play. Écoutez, en même temps, il va peut-être pas être trop dur celui-là, parce qu'il a duré 1 minute 47 manifestement, d'après mon récap, avec Candice LeRae qui a sorti manifestement un ancien finisher qu'elle avait à NXT. Donc victoire de Candice LeRae dans un match qui j'ai trouvé assez gênant parce que bon ok, j'ai compris le gimmick de la rookie. Qui finalement apprend à catcher devant nos yeux et fait des progrès fulgurants et du coup c'est l'émerveillement le plus total. En fait, je trouvais que c'était rigolo il y a 2-3 mois. Sauf que là, ce qu'ils nous font passer pour des progrès fulgurants commence à devenir vraiment, je trouve, très gênant parce qu'elle est nulle quoi. C'est naze en fait ce qu'elle fait. Donc c'est pas parce qu'elle va te faire une sorte de petite cabriole et un petit moonsault un peu foireux ou un roundhouse kick qui était vraiment dégueulasse aussi à un moment là c'était une petite perte de temps une petite respiration dans ce show. On continue avec des pics. C'est Alundra Blaze et Teddy Long qui viennent nous annoncer que Monday Night Raw sélectionne numéro 6. Ah oui, vas-y. Juste pour finir sur ce match-là, effectivement, je suis atterré par le niveau affiché et puis depuis trop longtemps par Maxime Dupri. À côté de ça, je pense que indépendamment de son gabarit, Ivy Nile par exemple avait beaucoup plus à proposer que Maxime Dupri. Et la pauvre se trouvait être finalement servie en coach là. Coach qui en plus qui était poussé dans le poteau par Hartwell qui contribue à la défaite de Maxime Dupri. Enfin vraiment il y a rien à prendre là-dedans quoi. Vraiment. Non mais bon écoute, tu sais, il y a un moment où c'est là où on voit parce que souvent on parle de on aime bien dire à Triple H, c'est la nouvelle ère, la WWE, ça a changé, Vince McMahon au feu. Mais bon, des segments comme ça, vous montrent aussi quand même de manière assez cynique et quand même évidente que il y a des choses qui changeront jamais. Hein. Maxime Dupri, on sait pourquoi elle est à l'écran. Il y a pas trop de débat. On sait pourquoi ils l'ont foutu juste avant le match. Ils se sont bien amusés à la mettre un peu en soutif dans les vestiaires, à se faire trasher par Chad Gable avant son match pour prolonger un peu leur histoire et tout. Et puis à la fin, écoute, il y a pas trop de débat. Je pense qu'elle doit avoir un peu son public, j'imagine. Sauf que c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu, d'un point de vue vraiment fan de catch, ça commence à devenir un peu gênant. Par contre, j'imagine que d'un point de vue TV, écoute, si elle est là depuis aussi longtemps, c'est que ça colle. Hein, mais oui, tu sais, le contraste, moi, me choque pas trop entre Ivy Nile et Maxime Dupri. C'est une décision, je pense, business qui montre que certaines choses ne changeront jamais. Mais c'est comme ça. Comme ça. Monday Night Raw sélectionne par la voix d'Alundra Blaze et Teddy Long en numéro 7 le Judgment Day numéro 7 et oui, très très loin dans la draft, le pauvre Judgment Day. Alors évidemment sans Damien Priest, on ne fait pas offense, qui lui était selon les règles de la draft en tant que champion verrouillé sur le roster de Monday Night Raw.
SmackDown sélectionne Naomi en numéro 7 et en numéro 8, Monday Night Raw sélectionne, attention, Ilya Dragunov de NXT. Ilya Dragunov qui, voilà, donc là, lui, on peut se demander, alors si Carmelo Hayes a été sélectionné premier tour de la nuit 1, c'est vrai que ce choix surprend un petit peu, parce que c'est quand même l'ancien champion NXT qui a eu un règne, je crois, assez long, hein. À NXT, mais bon, écoute, là encore une fois, n'attachons peut-être pas trop d'importance. La bonne nouvelle, c'est Ilya Dragunov va monter à Monday Night Raw et va avoir l'occasion de se frotter à du Gunther, à du Sheamus, à du costaud, parce qu'on sait que c'est aussi un peu son registre. Donc ça va être sans doute assez sympa. Et ce tour de draft est bouclé par SmackDown qui vole au pauvre Adam Pearce, Chelsea Green et Piper Niven. Et donc là, d'ailleurs, c'était très très drôle parce que un petit peu plus tard dans l'émission, on a eu un petit segment backstage avec Adam Pearce qui était aux anges, qui sur son petit nuage à dire ah c'est fantastique, Chelsea Green est parti et dans un autre show. Bon courage Adam Pearce, c'est désormais ton problème. Moi, j'ai trouvé ça assez amusant. Ouais. Donc voilà, sur ce tour de draft qui a eu des gros noms. Oui. Et et effectivement, la montée d'Ilya Dragunov, ça amène aussi encore un peu plus d'internationalisation au roster de la WWE, puisque il est russe d'origine. Donc ça veut dire qu'avec Gunther, etc., il y a moyen de créer. Enfin, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui vont s'écrire, alors pas forcément européennes, mais en tout cas mondiales, ou enfin avec des repères qui sont souvent très simplistes. Aux États-Unis, le front de l'Est ou des choses comme ça, voilà, qui vont s'écrire. On peut faire confiance à Triple H pour ça, parce que vu ce qu'il nous propose avec les factions mexicaines, les factions afro-américaines, les factions, je pense qu'on peut lui faire confiance. Donc il y a des choses qui vont s'écrire toutes seules. Et puis la blague Chelsea Green, je suis fan. Elle a un côté comique qui est très sympa, qui marche bien en plus. Et puis c'était bien aussi que Nick Aldis en fasse aussi cette petite référence là, quoi. J'ai trouvé ça très bien. Ouais. Non, écoute, Adam Pearce ne sait pas ce qu'il a perdu avec Chelsea Green, parce que moi je pense qu'elle est absolument exceptionnelle celle-là. Donc écoute, super bon pick de SmackDown. Juste pour compléter, effectivement, on l'a pas dit, mais dans les règles effectivement de la draft, tous les champions sont verrouillés et sont protégés. Donc ne peuvent pas changer de roster. Voilà. Tu l'as précisé là dans le cas de Damien Priest, mais effectivement au début de la draft on l'avait pas dit. Tu as raison. Ouais, tout à fait, tu as raison. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser que sur l'image de draft du Judgment Day, il n'y avait pas Rhea Ripley. Qui est pourtant normalement qui est intéressant. Tu vois, maintenant que j'y pense, j'imagine qu'elle a terminé cette draft en étant non draftée, et donc écoute, ce sera un point d'interrogation de son retour. Ouais, un peu au même titre que Roman Reigns, qui se trouvait être dans un état un peu particulier. Elle, du fait qu'elle ait dû rendre son titre de manière, elle l'a pas perdu officiellement. Elle se trouvait dans une espèce d'entre-deux, une zone grise, quoi. À voir. Liv Morgan, Nia Jax, le match qui nous avait été promis en intro, c'est maintenant, et c'est une victoire de Liv Morgan. Une victoire au bout de 10 minutes. Donc c'est pour ça que je parlais un petit peu de cadeau d'adieu de Nia Jax à Monday Night Raw avec cette victoire de prestige pour Liv Morgan, qui va elle continuer sa route à Raw. Donc écoute, très bien. Mais une victoire qui pour autant n'était pas complètement clean, hein, parce qu'il y a eu du bazar dans ce match, hein. Naomi est venue avec Tiffany Stratton. Enfin, Tiffany Stratton était venue pendant le match, en fait, regarder un petit peu ce qui se passait, parce qu'elle aime bien fourrer un petit peu son nez partout. D'ailleurs, je sais pas trop ce qu'elle foutait là, puisque elle est de SmackDown, elle a été draftée, confirmée à SmackDown. Enfin bref, Naomi y est aussi. Naomi venait d'être confirmée à SmackDown également. Oui. Bon, écoute, je ne sais pas. En tout cas, elle était là. Donc Naomi est venue brawl avec Tiffany. Pareil, Naomi n'avait rien à faire là techniquement, mais bon, c'est la draft, c'est la fête. Et donc ça a permis à Liv Morgan de l'emporter. Et c'est globalement tout, je crois. Il ne s'est rien passé de particulier de plus. Hein. Victoire et on avance. Oui.
Allons-y. Et on avance. On continue avec les derniers pics de la soirée. Et ce sont encore les Dudley Boys. Ah, ils continuent, décidément. Ils sont venus, ils ont bien mangé sur ce mois d'avril. À WWE. C'est pas le dernier pic. Ah, c'est pas, il Il y y en en a aura encore. Ah oui, encore t'as un raison. autre avec Oui, t'as raison. Adam Il y a Pearce encore et Adam Nickel Pearce. Diaz. Ouais, nickel, tu as raison. Donc le Monday Night Raw sélectionne en numéro 9 le New Day, tandis que SmackDown prend Pretty Deadly. Et en numéro 10, Monday Night Raw, encore une montée d'NXT, c'est la petite Irlandaise Lyra Valkyria qui va donc faire son apparition dans le roster de Monday Night Raw dans les mois à venir. Écoute, moi j'avais bien aimé son match pour le titre contre Becky Lynch, j'ai trouvé ça sympa, donc à voir ce qu'elle est capable de faire. Et en numéro 10, SmackDown, eux, prennent Candice LeRae et Indy Hartwell, donc qui bougent, qui changent de roster dans un move qui, a priori, n'aura que peu d'incidence sur nos expériences personnelles. Donc voilà, écoute, je sais pas si tu as un mot sur l'ARA, sinon on continue. Non, on peut y aller. Juste le fait que dans le New Day est annoncé Kofi et Xavier, mais pas effectivement. Ah oui, ça malheureusement, oui, ça en effet. Je pense qu'il va falloir se faire une raison à un moment. Je pense. Match pour les titres. Tag team d'Euro, décidément, match pour le titre intercontinental ce soir, First Contender match pour les femmes, et tag team match d'Euro pour ces magnifiques nouvelles ceintures d'Awesome Truth contre la Alpha Academy, match qui avait été négocié par le mastermind Chad Gable face à l'autre mastermind R-Truth. Et puis écoute, un match qui va tourner très très court. Là, c'était un peu la surprise, je m'attendais pas. Mais un match qui a duré 1 minute 50. Voilà, tout simplement, puisque les champions vont conserver en se débarrassant de leur challenger extrêmement facilement. Absolument aucune menace de la Alpha Academy. Alors j'imagine que, écoute, d'ailleurs Otis a refait son fameux Caterpillar, alors que je crois que Chad Gable lui avait dit de plus jamais faire ça un peu plus tôt dans les coulisses, quand il avait engueulé un petit peu toute son équipe en leur disant qu'il fallait qu'ils gagnent ce soir. D'ailleurs, ils ont tous perdu, hein. Donc j'imagine que l'histoire va aussi un petit peu continuer dans ce sens-là. Mais ouais, écoute, une défense de titre qui restera au rang d'anecdote, mais qui, voilà, comme je disais, peut-être permettra de poursuivre des petites histoires de low-card à droite à gauche, donc ça mange pas de pain. Exactement. Damien Priest en backstage, qui rallie un peu les troupes là, parce qu'il est pas très content, El Campeon, hein, parce que il dit les gars, JD, Finn, Dom, soyez pas surpris d'avoir été sélectionnés aussi bas dans la draft, hein. Ils ont été sélectionnés au 4e tour, alors que le Judgment Day, c'est la faction qui a peut-être fait la pluie et le beau temps sur quasiment toute l'année 2023 à la WWE. Et là, voilà, ils sont tombés bien bas. Regardez ce que vous êtes devenus. Moi, je suis champion. Vous êtes sélectionné au 4e tour. Vous êtes des nuls. Mais c'est parce que vous vous concentrez pas. Vous êtes toujours à mettre votre nez dans le business à droite à gauche. C'est n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on voit JD McDonough qui dévoile son énorme, horrible marque sur qui s'est pris les bagues de champion là dans l'arcade un peu plus tôt dans le show. Donc pareil, un petit développement, écoute, ma foi, assez sympa. Damien Priest qui se positionne vraiment très clairement avec ce nouveau surnom en plus comme le leader, hein. Là, il n'y a pas trop de débat. Il engueule ses troupes, il les rabaisse. Mamie est partie. Damien Priest, lui, prend sa place. En plus, Dominic Mysterio est blessé, donc ouais, le Judgment Day un peu dans la tourmente, mais du coup il se passe des trucs, j'aime bien moi. Enfin, je trouve que c'est sympa ce qu'ils essayent de faire un peu là. On va voir jusqu'où ça va, mais ouais. Oui, ça va bien. Effectivement, on a Damien Priest qui prend le lead assez naturellement puisqu'il est champion. Et puis effectivement, les gars, il leur dit vous n'êtes pas focus, vous n'êtes pas ce que vous faites, quoi. Donc c'est normal que vous n'ayez pas pleuré, quoi. Et non, ça va, c'est plutôt pas mal. Oui. Autre, parce qu'on a eu plein de petits trucs backstage, mais autre truc backstage, il y a Becky Lynch qui a félicité Liv Morgan pour sa victoire en coulisses, et puis Liv Morgan qui s'en va, et là qui s'en vient, Damage Control qui était là, parce que après promis j'arrête, hein, mais oui, vous savez, hein, les moves, les rosters sont censés être officiels seulement la semaine prochaine, hein, mais bon, c'est pas grave. Elles sont quand même là parce que pourquoi pas. Donc voilà. D'ailleurs, on verra un peu plus tard, ou c'était même un peu plus tôt. Je crois que LWO aussi est déjà
est déjà à Raw, mais bon, peu importe, ça c'est pas grave non plus. Du coup, on a Damage Control, mais bon, là je rigole un petit peu, mais j'ai trouvé que ce visuel, en tout cas, était assez intéressant avec Damage Control qui encercle Becky Lynch et un petit peu en mode passif-agressif, hein, qui dit tiens, salut Becky, tu te souviens de nous bon bah écoute, on se reparlera prochainement, quoi. C'était un petit peu ça en quelque sorte. Hein, Ouais, avec, on va se voir plus souvent maintenant. voilà, avec une petite pichenette sur la ceinture. Et bon bah écoute, pareil là aussi. On rafraîchit les affiches potentielles, donc allons-y gaiement. Voici Adam Pearce et Nick Aldis. En effet, tu avais raison pour les derniers pics. Bon, pics assez anecdotiques, même si y a du mouvement puisque Monday Night Raw choisit le Final Testament en 11e, tandis que SmackDown prend DIY, donc petit échange entre les deux shows. Et le pauvre Bronson Reed tombe à la 12e place pour Monday Night Raw, puisqu'il est sélectionné juste après. Donc il reste à Monday Night Raw, mais alors c'est vraiment le fond du panier pour le pauvre Big Bronson, qui pourtant vient d'écrabouiller le champion intercontinental. Donc bon, là aussi, pas trop de cohérence. Et SmackDown qui termine son tour de draft avec une nouvelle promotion pour NXT avec Blair Davenport, inconnu au bataillon me concernant. Mais bon, voilà, encore une nouvelle montée d'NXT. On verra ce qu'elle est capable d'apporter au show bleu. Ouais. Et je te laisse, avant de passer au main event, si tu as quelque chose. Bon, non, je te rejoins sur la petite intervention, enfin sur les petites interventions, sur Becky Lynch, Liv Morgan, puis Damage Control, tout ça. Voilà, ça prend 15 secondes, mais ça montre que les gens interagissent derrière. Ça fait de la continuité dans les histoires, ça amène de la matière, de l'épaisseur, donc c'est très très bien. Et à base de rien du tout, mais c'est ça qui est bien aussi. Sur la draft en tant que telle, Final Testament, je pensais qu'ils allaient être oubliés dans un coin. Malheureusement, ils sont revenus. Karrion Kross, qui est une espèce d'ovni complètement, je ne comprends pas. Mais même toute la faction là est achetée pour moi. Bronson Reed, bah ok, pas de problème. DIY, je suis très très fan. Je l'ai déjà dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont très peu de promos à proprement parler. Alors peut-être parce qu'ils sont pas au niveau des autres, ça peut se comprendre. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aimerais qu'ils continuent à progresser un peu dans le roster ou dans ce qui peut leur être offert. Et puis Blair Davenport, je te rejoins, je connais pas du tout, mais je suis pas la meilleure personne pour parler de NXT, donc je vais attendre de voir ce qu'elle donne dans le main roster opposé à des personnalités, à des catcheuses et des superstars qui sont déjà en place. Et oui, complètement d'accord avec toi. Ouais. Et ben on arrive au main event, ce main event de House Show là qu'on a eu à Monday Night Raw. Alors je sais pas, j'ai peut-être loupé un truc à un moment parce que je crois pas qu'il avait été annoncé spécialement dans l'émission. Alors c'est peut-être au dernier Raw que j'avais pas vu, je sais pas, mais en tout cas on a ce soir en main event de Raw Jey Uso, Ricochet et Andrade contre le Judgment Day, un 3v3. Un 3v3 un petit peu random là pour le coup, mais donc c'est pour ça que je disais ça faisait un petit peu House Show. Et ce qui fait, alors c'est peut-être parce que j'ai raté les build-up de ce match, hein, je sais pas, mais c'est vrai que ça a pas mal dégradé du coup mon expérience de télévisuelle parce que j'ai jamais vraiment réussi à rentrer dedans de ce match qui finalement on s'en fout un peu quoi. Donc j'ai pas énormément de choses à vous dire si ce n'est qu'il a duré 10 minutes 30 et que ce sont les gentils qui ont gagné avec ce qui s'apparente tout de même à de la continuité dans l'histoire du Judgment Day, puisque Damian Priest, on sait, hein, je vous ai dit, il avait un peu rallié les troupes en milieu un peu plus tôt dans l'émission en disant voilà les gars, va falloir se focus parce que là vous faites n'importe quoi, vous êtes pique super bas, patati patata, va falloir se remettre un peu d'équerre. Et ben en fait ils se sont pas remis d'équerre du tout puisque Damian Priest avait, selon lui en tout cas, match gagné parce qu'il allait en fait porter son South of Heaven chokeslam depuis la 3e corde, la Jey Uso qui était à sa merci. Et en fait JD McDonough il tente d'intervenir, mais c'est pas du tout le bon moment. Alors sans doute un peu gêné par sa vision et son œil là, mais il tente d'intervenir et du coup il pense bien faire. Il pousse Jey Uso de la 3e du turnbuckle en le faisant tomber. Sauf que Damian Priest lui dit mais qu'est-ce que tu fous ? J'étais en train de le finir. Et là ce qui devait arriver arriva. Patatras, les gentils reprennent totalement l'avantage. Et Jey Uso en profite pour mettre un super kick à Damian Priest. Et un spear et un splash au pauvre Finn Balor qui est là pour prendre le tombé.
Et c'est la victoire donc de Jey Uso et des gentils plus généralement, mais surtout de Jey Uso dans ce 3v3 qui continue donc à teaser des tensions, je sais pas, mais en tout cas des faiblesses fortes dans le Judgment Day qui ne fonctionnent plus, Oui, je te rejoins complètement. Hein. L'histoire, elle était que d'un côté, en fait, finalement, puisque de l'autre côté, l'association d'Anjay Uso, Ricochet Andrade, c'était dans le farfelu, même si tous sont capables de délivrer de bonnes performances. C'est pas le sujet, mais il y a rien qui les lie ni maintenant ni par le passé. Par contre, du côté de Judgment Day, effectivement, après le fait d'avoir un petit peu redressé les bretelles de tout le monde, on a l'occasion d'appliquer les consignes du patron et ben, ça marche pas. Et donc ça veut dire que voilà, on dirige vers des heures un peu sombres côté Judgment Day, avec certainement des règlements de compte qui vont arriver. Et alors, je suis d'accord avec toi, je l'avais pas vu venir ce truc-là également. Alors, peut-être il avait été teasé dans un précédent Raw que j'avais raté, je sais pas. En tout cas, je l'ai pas vu venir. Le match en tant que tel, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mais voilà, il y a qu'un côté de l'histoire qui s'écrit et je pense qu'on va entendre parler encore de Damien Priest, du patron, par rapport à l'application. Alors là, c'est J.D. McDonald qui va certainement prendre encore. Après, pris sur le front, je pense qu'il va prendre aussi encore en membre backstage. Et qui, voilà, on se dirige quand même gentiment vers un truc qui fait que le Judgment Day, à part Damien Priest qui a gagné quelque chose, le reste, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et Rhea n'est plus là, Mami n'est plus là pour ramener un peu aussi le calme et l'apaisement au sein de la faction. Donc tout ça pourrait tout à fait exploser en vol en son absence. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et oui, non, un nouveau chapitre clairement qui s'ouvre pour le Judgment Day, qui sera peut-être un petit peu moins glorieux, mais qui voilà, qui en tout cas qui marque une étape dans la vie de cette faction. Et c'est ainsi que se termine ce Monday Night Raw et cette nuit 2 de la draft. Donc c'est le moment du mot de la fin. Du mot de la fin, Géliel, ton top, ton flop, ta note. Écoute, mon flop, je vais le donner à l'organisation. Alors, c'était à la fois attendu et en même temps, peut-être qu'il y avait moyen de faire autrement. On a eu un show qui est quand même très, très, très haché. On a eu 3 tours de draft sur le SmackDown. Là, on en a eu 6, avec des interventions backstage assez fréquentes, qui étaient intéressantes en soi, parce que, comme je le disais, ça lançait des pics, ça lançait des perches, ça lançait des arcs un peu à gauche, à droite, et c'était très intéressant. Mais globalement, on a quand même eu un Raw qui était très, très haché. Avec certains matchs parfaitement dispensables. Hein. Coucou Maxime Dupri qui se reconnaîtra. Voilà, donc c'est vraiment mon flop où on a eu malgré tout quand même difficulté pour moi à accrocher sur une certaine continuité. C'est peut-être pareil, hein, comme je disais, l'exercice qui voulait ça, mais je l'ai plus senti sur un show long comme Raw que sur un show un peu plus court, un peu plus condensé comme SmackDown. Ça, donc là, ce sera vraiment mon flop. Mon top, bah écoute, je vais le mettre à la promo Drew McIntyre CM Punk, qui, on l'a dit, hein, mais je la trouve absolument excellente. Hein. On a passé sous silence, hein, mais à un moment, on a eu aussi Drew McIntyre qui, qui disait que CM Punk était en train d'embrasser le cul des directeurs. Hein. C'était quand même assez somptueux. Voilà, cette promo là, cette feud est assez dingue d'un point de vue punchline. Du coup, je paraphrase pas ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais on a hâte que ça aille un peu plus loin et on est inquiet du fait de la capacité à ce que ça aille plus loin. Donc notre éventuellement capacité à être un peu déçu par le fait que ça puisse tomber un peu en pression. On verra. En tout cas, ça reste mon top sur ce Raw. Et puis globalement, je pourrais aller beaucoup plus bas que ce que j'ai fait sur le SmackDown, mais je vais considérer que c'est l'exercice qui veut ça. Donc je vais également mettre un 2,5 à ce Raw, même si il a été beaucoup plus indigeste pour moi sur la durée. Voilà. Eh ben écoute, moi je vais pas être aussi magnanime que toi. Ouais, je vais descendre un peu ma note. J'avais mis 2,5 à SmackDown. Moi je vais mettre 2 à Raw que euh, j'ai trouvé beaucoup plus pénible à regarder que ce SmackDown. De toute façon voilà, hein, je l'avais dit, j'aime pas la draft.
Mais là, c'est vraiment tout ce que j'aime pas de la draft, et c'est ce que tu l'as très bien décrit. Hein, c'est à quel point ça casse complètement un show. Je trouve que ça phagocyte, mais de la mauvaise manière, le déroulé, le rythme de l'émission. Et donc c'est mon flop. Je voulais mettre de toute façon un flop un peu général à la draft que je trouve un peu stupide, et je trouve que les incohérences sont encore plus ressorties à ce Monday Night Raw, hein, parce que leurs règles sont à géométrie variable, elles tiennent la route quand ils veulent bien qu'elles tiennent la route. L'ordre des pics n'a pas beaucoup de sens. On s'en est un petit peu amusé pendant l'émission, mais il y a quand même des trucs qui sont un peu hallucinants. Mais bon, encore une fois, toujours, c'était déjà un peu pareil à SmackDown, mais je trouve que c'était pire encore sur la nuit 2 à Raw. Donc ouais, c'est mon flop, c'est cette draft, mais c'est vrai que cette nuit 2 de la draft a été beaucoup plus pénible, j'ai trouvé. Et ça n'a pas, voilà, ça a largement, je trouve, emporté toutes les bonnes choses qu'il y a eu quand même, parce qu'il y a quelques reboots de programmes intéressants, il y a quelques pistes de programmes qui sont très intéressantes. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé, tu l'as dit, t'as donné ton top à CM Punk et Drew McIntyre. Alors je pourrais évidemment leur donner, mais tu vois, je vais donner mon top à, écoute, au retour de Braun Strowman, enfin en tout cas à tout l'angle qu'il y a eu un petit peu avec l'interaction entre Jey Uso et Logan Paul, le retour de Braun Strowman, l'implication du Judgment Day là-dedans. Je trouve que c'était un joli exemple de ce qu'ils savent faire de mieux quand ils mixent les storylines. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis en plus, ça s'articule avec un retour de poids, l'implication d'une grosse superstar du sport US et tout. Enfin, je trouvais que c'était un super segment, que c'était vraiment un peu un des points d'orgue de l'émission, mais qui a été globalement un peu éclipsé par cette grosse machine de la draft qui sera donc mon flop cette semaine, et donc un 2 qui vient donc écoute, parachever des notes, vous l'avez compris, hein, cher peuple de catch-up, chers auditeurs, des notes assez moyennes sur ces exercices de draft, mais il n'en reste pas moins que cette draft était, on l'a dit, hein, c'est un moment important, un moment nécessaire, un moment qui forcément portera aussi ses fruits dans les semaines à venir. Donc on est désormais maintenant officiellement, après WrestleMania et après cette draft, tourné vers la nouvelle saison 2024. Ça y est, on est lancé, les rosters sont connus, les premières feuds se dessinent ou ont commencé à se dessiner. Il est désormais temps de penser à Backlash ce week-end, et de penser aussi, tu l'as dit tout à l'heure, mon cher Géliel, à la nouvelle saison des pronostics de catch-up. Et oui, félicitations, encore une grande félicitation. En tant qu'ex-tenant du titre, je me dois de féliciter Sully Perfect 10 et Jules, qui ont été nos co-vainqueurs de la saison précédente, avec tous les deux un nombre record de points, qui ont gagné donc cette saison 2 des pronostics de catch-up. Il est temps maintenant de renfiler le bleu de chauffe et de se lancer dans cette 3e saison qui va commencer à Backlash. Alors pour l'instant, il n'y a que 5 matchs. Le module a été ouvert par notre cher maître Atus IRM. Vous pouvez le retrouver sur notre Discord, que vous retrouverez lui-même en description de nos vidéos et de nos podcasts audio. Nos podcasts audio sont à trouver sur toutes les bonnes plateformes, hein, PodCloud, iTunes, Spotify, partout, et en podcast vidéo sur YouTube, sur la chaîne Catch-up CDC. Donc encore une fois, le serveur Discord en description pour venir discuter avec nous, pour jouer à cette nouvelle saison de pronostics qui va démarrer avec Backlash. Et puis voilà, grosso modo pour l'autopromo. Géliel, merci beaucoup d'avoir fait ce long épisode de double draft avec moi. Écoute, merci Giscal. C'était effectivement intéressant et important, puisque ça lance tous les arcs qui vont nous occuper sur cette deuxième partie en attendant SummerSlam. Un tout petit point sur le fait qu'on l'a dit aussi en début, qu'on sera présent évidemment au SmackDown et à Backlash à Lyon pour cet événement de la WWE. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour ceux qui ne le sont pas déjà. N'hésitez pas à participer, à nous donner également votre avis, mais également à nous dire par rapport à cet événement lyonnais, ceux qui seront présents, si il y a moyen qu'on puisse se rencontrer, etc., etc. Ça pourrait être très sympa de vous voir en vrai, peuple de catch-up. Nous y serons, comme je disais, le vendredi soir, plus le samedi pour les 2 shows. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe sur le Discord pour qu'on puisse se rencontrer éventuellement. Voilà. Tu as bien raison. Ce sera avec grand plaisir qu'on partagera une bonne bière ou une bonne bouteille une bonne quille de rouge dans un bouchon lyonnais avec vous, chers auditeurs. Et puis, écoutez, en tout cas que vous y soyez ou pas, on vous souhaite, quoi qu'il arrive,
un excellent pay-per-view français parce que c'est quand même un événement. Donc profitez bien de ce moment si particulier. Kiffez votre bon week-end de catch, kiffez votre fin de semaine de catch. Et Géliel, peuple de catch-up, ciao ciao tout le monde. Et bonne semaine à tous. On est avant les 2 heures, je crois, c'est ça? Oui, on est avant. Ouais, c'est bon. Ouf. C'est bon. On va pas se faire trop taper dessus. Nickel. Notamment IRM qui nous aurait tué, je pense là. Alors attends.